Par un jour de pluie, de ceux où il ne manquait plus que les arbres tombent, au milieu de tout ce chaos, il était là, Li Huan, un gars qui n'avait même pas de parapluie, mais qui avait un rapport disant « Mon cher, tu es fichu ». Malheureusement, il a été trahi et poussé vers un serpent titan, et celui-ci avait l'air de penser que ce soir, c'était l'heure du dîner. Ce gars-là criait. Pourquoi est-ce que c'est toujours à lui qu'il arrive les pires choses? Mais, par un coup de chance ou de malchance, il s'est retrouvé dans un endroit où sucer n'est pas une option, mais bien une obligation. Et en plus, il n'a même pas eu besoin de payer l'addition. Il se retrouve dans un endroit complètement différent, entouré de succubes qui le regardent avec des yeux brillants, tandis que lui fixe l'écran rouge avec l'expression de quelqu'un qui vient de gagner à la loterie, mais ne sait ni comment dépenser cet argent, ni comment en obtenir plus. Soudain, notre héros sans parapluie est devenu le dieu du sang. Et regardez ça, il a même gagné un fan club de succubes. Mais attends, ce n'est pas ce que tu penses. Ou bien, est-ce que ça l'est? Et les succubes ne font que chuchoter à quel point il est parfait. Maintenant, Wan a une mission, sucer, monter de niveau et dominer. Mais avec autant de distractions, est-ce qu'il va réussir à se concentrer sur l'XP? Voyons voir. À l'hôpital de la ville J, nous retrouvons notre garçon Li Haran. C'est juste un jeune homme ordinaire tenant son examen dans les mains. Lorsqu'il avait environ 6 ans, ses parents sont morts sur le champ de bataille entre des bêtes évoluées et des mutants. Lui et sa sœur ont été baladés de main en main. Ils ont grandi dans un environnement très dur et avec peu d'amour, mais un malheur n'arrive jamais seul. Quand tu penses que ça ne peut pas empirer, ça empire vraiment. Tenant son examen dans la main, il découvre qu'il a contracté une maladie mutante causée par des bêtes mutantes. Cette maladie fait, en gros, que les gens ne supportent pas l'énergie des êtres extradimensionnels et sont progressivement rongés par elle jusqu'à ce que leur corps soit paralysé et qu'ils meurent. Mais ce processus est très différent d'une personne à l'autre. Chez certaines personnes, cela peut prendre de 3 à 5 jours, chez d'autres, 8 ans. Tout ce qu'il a à faire, c'est se coucher tôt, se lever tôt, dormir tôt, faire de l'exercice et manger équilibré. Mais peu importe le temps que cela prend, une personne qui a contracté cette maladie finit inévitablement par mourir. Puisque la mort est imminente, il a perdu tout espoir, le pauvre. Mais une chose brille encore dans sa tête, le souhait de sa mère pour sa sœur. C'est pour cette raison qu'il essaie encore de se battre pour rester en vie. Quelques jours plus tard, aux abords de cette ville, tout le monde est déjà réuni pour commencer une nouvelle chasse. Le gars continue d'expliquer que, quelques jours auparavant, des gens ont vu des dizaines de bêtes mutantes de niveau 1 là-bas, attaquant les habitants de cette région. Leur mission consiste essentiellement à s'infiltrer dans le nid et à tous les éliminer. Et regarde, pour leur équipe, des bêtes de niveau 1 ne devraient vraiment pas poser de problème. Ce gars-là, c'est Chen, qui possède un niveau évolutif supérieur, S. Il continue en disant que si tout le monde suit ses ordres, ils accompliront cette mission facilement. Donc, s'il n'y a plus de questions, ils vont partir maintenant. Et voilà notre protagoniste, Li Haran. Il n'est pas le seul à ne pas avoir évolué. Merde, regarde la taille de ce sac à dos. T'es fou ou quoi? Le gars se tourne vers notre protagoniste et lui dit que c'est une très grande responsabilité d'être le porteur de tous les gadgets de l'équipe. Notre protagoniste comprend l'ampleur de sa mission, qui semble vraiment énorme. Et pour un humain ordinaire, la seule façon de rejoindre l'escouade de chasse, c'est en tant que porteur. Il n'a pas besoin de se battre, il doit juste suivre l'équipe et assurer le ravitaillement, rien de plus. Et après toute cette bataille, il sera chargé de collecter tous les matériaux précieux des bêtes. Donc, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Alors, déjà dans la forêt, sur le champ de bataille, le combat continue. Et les gars sont en train d'envoyer une tonne de monstres au tapis, l'un utilisant sa dague et l'autre seulement ses poings. Ces gobelins n'ont aucune chance contre l'équipe. Et regarde, il y a même une fille qui envoie plein de créatures ad patres. Apparemment, tout se passe comme prévu. Ça ne devrait pas prendre longtemps pour finir ici. Les humains ordinaires et les évolués sont extrêmement différents. Soudain, il ressent la pression. Quelques pierres commencent à rebondir sur le sol et il se rend compte que des bêtes ordinaires ne peuvent pas faire ce genre de choses. Il y a sans aucun doute quelque chose de bien plus dangereux ici. Alors que le sol tremble, on voit maintenant quelque chose d'énorme ramper au milieu de la forêt. On dirait un dragon. Et la voilà, un serpent géant, extrêmement grand, une bête mutante de niveau 5, le serpent titan. Bon sang, tout le monde là-bas s'est mis à trembler de peur. Ils avaient déjà vu cette créature à la télévision auparavant, mais pensaient qu'elle avait déjà été vaincue. Elle fixe d'abord la femme, tandis qu'elle tremble, pensant que l'information disait qu'il n'y avait que des bêtes de niveau 5 ici. Comment peut-il y avoir un être aussi grand que celui-ci? C'est au-delà des forces qu'ils peuvent affronter sans aucun doute. Pendant que tout le groupe commence à courir, un des gars se tourne vers notre protagoniste et lui demande ce qu'il fait là. S'il ne court pas, le serpent va l'attraper. En d'autres termes, le serpent va le fumer. Tout le monde commence à courir, y compris la femme, même en talons hauts. En courant, elle se rend compte qu'elle a failli rester paralysée de peur à cause de cette chose. Mais quand quelqu'un a crié, elle a réussi à réagir à temps et a commencé à courir aussi. Mince, cette chose est vraiment énorme, non? Mais vous avez remarqué qu'il ne regarde pas derrière lui, n'est-ce pas?
Pendant que le serpent rugit bruyamment se préparant à attaquer, il semble qu'il est bien plus rapide que lui et qu'ils n'ont besoin que d'un appât pour s'échapper, car tant qu'elle est en train de manger, ils peuvent continuer à courir, mais le Kakashi du Dark Web là-bas a déjà une solution. Ils ont un appât et regardez, il s'approche de notre protagoniste et lui assène quelques coups de dague, le rendant incapable de bouger, tandis que le héros ne comprend pas pourquoi ils lui font ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant qu'il ne puisse comprendre tout ce qui se passe là, le gars l'attrape déjà à la gorge et serre fort. Après tout, ce gars-là est le seul sans compétence de l'équipe, donc sa valeur est bien moindre que celle des autres. Cela signifie qu'il va maintenant être utilisé comme appât. Ils ont consulté son dossier et il a été diagnostiqué récemment avec une maladie mutante. De toute façon, il allait mourir quoi qu'il arrive. Il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Alors, ça ne fera aucune différence. Donc avant de mourir, il doit faire quelque chose d'utile pour tout le monde ici. Il jette alors Liu en direction du serpent. Le serpent aperçoit notre garçon rebondissant au milieu du feuillage, tandis que le type crie qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même d'être trop faible. C'est fichu, trahi, blessé. Il ne lui reste plus qu'à servir de repas à ce serpent géant. Le serpent observe alors le protagoniste au sol et se prépare à attaquer pendant qu'il regarde cette énorme gueule s'approcher de lui. Est-ce que ce sera la fin pour lui? Les moments les plus importants de sa vie commencent à défiler alors qu'il se souvient de sa mère blessée, lui disant qu'elle ne pourra plus s'occuper de lui. Et il doit lui promettre une chose. Quoi qu'il arrive, il doit prendre soin de sa sœur, rester fort et survivre. Malheureusement, la partie survivre, rester en vie et fort, il ne va pas réussir à la tenir, le pauvre. Mais soudainement, un cercle magique apparaît et il est téléporté ailleurs. Et il ne comprend pas ce qui s'est passé après avoir été avalé. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il n'était pas en train de se faire manger par un serpent il y a à peine un instant. Et ses vêtements stylés, là, d'où est-ce qu'ils viennent? Sans aucun doute, c'est à cause de cette lumière rouge qu'il a vue avant de mourir. Il remarque qu'il y a des gens qui parlent là-bas et qu'il y a un homme parmi eux. Nico a réussi à invoquer un homme. Qui aurait imaginé que ce vieux parchemin fonctionnerait vraiment? Les filles présentes trouvent ce gars très beau, vraiment magnifique. Ah, elles ont vraiment eu de la chance cette fois. Cela faisait longtemps qu'elles n'avaient pas vu un homme aussi parfait. L'une des filles dit que son sang bout déjà et l'autre dit qu'elle est vraiment excitée. Et en plus, il semble qu'il soit très fort. Après tout, une aura magique incroyable émane de lui. Toutes les filles sont sous le charme et on dirait qu'elles ont envie de s'amuser avec lui. Elles ont vraiment hâte. Pendant qu'il regarde tout le monde sans comprendre ce qui se passe encore une fois, il se demande pourquoi il y a autant de succubes réunis au même endroit. Et en plus, il semble qu'il ait obtenu un petit système. C'est un joueur de niveau 1, Li Alrang, de la race des vampires. Classe, Dieu démon du sang. Titre, aucun. PV, 100. Mana, 100. 10 en force, 10 en intelligence. Endurance, 0. Agilité, 10. Esprit, 10 moyen. Pendant qu'il observe ses statistiques, une fille s'approche et dit que c'est elle qui a utilisé le parchemin ancien pour l'invoquer ici. Quand il a été activé, le ciel et la terre ont tremblé. Une magie incroyablement puissante a émergé du rituel et elles ont été extrêmement effrayées. Celle-là est une succube mutante de niveau 3. Son nom est Nico. Elle pense simplement que si ce pouvoir était si grand après l'invocation, cela signifie que ce type doit être extrêmement fort. Et elle jure une loyauté absolue à son maître pour l'éternité et affirme qu'elle ne le trahira jamais. Regardez, le système a commencé à lui notifier qu'il a gagné son premier disciple ou sa première disciple. Mais avec de grandes conquêtes viennent de grandes responsabilités. Le système prévient que lorsque l'affinité d'un disciple atteint 100%, il ou elle peut être ajouté au harem et une récompense extrêmement mystérieuse lui sera accordée. Comme c'est intéressant. C'est à ce moment-là que Liao Run a finalement compris qu'il était ressuscité grâce à ces choses devant lui. Il a acquis un pouvoir encore plus grand que celui des évolués. Et regardez, le système du dieu démon du sang. Cette fois, il avait enfin les moyens de se venger sans aucun doute. Mais soudain, l'une des succubes interrompt ses pensées, s'approche tout près de lui et lui demande ce qui ne va pas. Pourquoi a-t-il l'air si distant? Est-ce parce qu'il a dormi trop longtemps et qu'il se sent mal à l'aise? Ou bien veut-il bouger un peu? Peut-être que quelques exercices lui feraient du bien, non? Il pense que c'est exactement ce qu'il veut. Il veut bouger un peu, mais elle dit simplement qu'il a peut-être besoin de toucher quelque chose de doux. Et si elle peut, d'une manière ou d'une autre, le faire se détendre un peu plus, elle est prête. T'es fou! Elle dit qu'elle fera tout pour plaire à son maître. Tandis que les autres observent cette scène, complètement perplexe, Nico est extrêmement audacieuse. Elle veut prendre les devants. Et ce genre de choses, après tout, devrait être laissé à une autre, non? Après tout, l'autre là pense qu'elle a l'avantage parce que les siens sont plus gros et doux. Le petit gars lui dit déjà de se calmer, qu'il n'a aucune intention de leur enlever leurs avantages. Et il demande si toutes les succubes ici sont comme ça. Malheureusement, le système lui notifie que l'affinité avec Nico est tombée à 85%. Elle a été rejetée, la pauvre. Elle pense que le maître ne l'aime pas, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Apparemment, cette histoire d'affinité est une sorte de fonction clé du système.
S'il veut se venger, il doit utiliser le pouvoir du système. Il en déduit donc qu'il doit faire quelque chose pour maximiser l'affinité avec toutes. Il dit alors qu'il semble qu'elle l'ait mal compris. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Elle est belle et toutes les autres le sont aussi. Il n'a jamais vu de femme aussi spéciale qu'elle, et elle lui demande s'il est vraiment sérieux. Pendant ce temps, le système indique que l'affinité est montée à 90 et elle devient toute gênée. Il commence alors à s'excuser, disant qu'il vient d'être invoqué et qu'il est encore en train de s'adapter. Alors il a besoin de plus d'énergie. Ah, si c'est de l'énergie qu'il veut, alors elle va s'en occuper. Après tout, il est un dieu démon du sang. Tant qu'il a du sang, il peut récupérer son énergie. Elle écarte alors ses cheveux sur le côté et lui dit de boire autant qu'il veut. Et pour elle, ce sera un honneur de nourrir son dieu avec son propre sang. Il remarque qu'il ressent une anxiété immense et il semble qu'il ait un instinct naturel hérité de sa lignée de vampires. Il ne parvient plus à se contrôler, ses crocs de vampire s'activent et il la mord directement dans le cou. C'est fou! L'affinité de Nico est montée à 92%. Incroyable! Après avoir obtenu plus de sang, il a acquis une nouvelle compétence, fusion de sang. Et son attribut de force a augmenté d'1 point, une nouvelle compétence. C'est incroyable! Donc ce système fonctionne essentiellement de cette manière. Il commence à cliquer sur l'écran pour voir plus d'informations. Dans la liste des compétences, la fusion de sang est une compétence passive. En absorbant le sang frais d'une femme, il gagnera aléatoirement un point d'attribut. Chaque cible ne peut activer cet effet qu'une seule fois. Donc il obtient des points d'attribut sans avoir à monter de niveau. Waouh, c'est vraiment abusé. Même si les points sont attribués aléatoirement, s'il a assez de cibles, il deviendra plus fort en peu de temps. Et il semble qu'il y ait beaucoup de monde autour de lui, non? Il est donc déterminé à obtenir une très bonne quantité de points. Après tout, cette compétence est vraiment puissante. Il demande alors à Nico où il peut trouver plus de sang et elle lui demande simplement s'il veut continuer car il peut boire autant qu'il veut, mais ce n'est pas seulement son sang à elle qu'il veut, il a aussi besoin du sang d'autres personnes et précisément du sang de femmes, le plus possible. Apparemment, il y a un public entier prêt pour qu'il puisse boire. Et ce jeu semble sans aucun doute palpitant, tandis que les filles dans le public sont jalouses de Nico et veulent elles aussi essayer. Donc, si Nico n'a plus d'obligation, il va pouvoir se nourrir un peu plus. Alors, il continue d'augmenter encore plus ses attributs. Gagnant de la résistance, de l'intelligence, il a aussi obtenu un point d'agilité supplémentaire, un point d'esprit, un point de résistance, un point de force, de l'agilité, encore de la force, de l'intelligence, de l'agilité, et après plusieurs points, l'une des filles trouve tout cela incroyable. Elle n'a jamais rien vécu d'aussi excitant que ça. Même si la morsure fait un peu mal, son cœur était sur le point d'exploser. C'est comme si elles avaient une connexion profonde avec le maître. Et lui, il est déjà là, le ventre plein, parfaitement satisfait. Il a réussi à faire une fusion de sang avec toutes. Grâce à elle, il a gagné une quantité énorme d'attributs. Mais il a seulement eu besoin de mordre leur cou. Et il a trouvé leur réaction extrêmement exagérée. Il reçoit encore plus de notifications, car l'affinité avec les succubes a augmenté de façon spectaculaire. Il semble qu'elles aient des corps très sensibles. Alors, sous la lumière de la lune, dans la ville des succubes, notre protagoniste est allongé dans la chambre, pendant qu'une des succubes, Nico, entre discrètement et ferme la porte. Elle entre déjà en disant qu'il y avait beaucoup de monde dehors et que peut-être il n'a pas réussi à bien s'en sortir, n'est-ce pas? Elle saute alors sur le lit en disant que depuis qu'elle a été mordue par lui, elle est devenue obsédée par cette sensation excitante et qu'elle veut avoir une connexion plus profonde avec lui, si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, ils ne sont que tous les deux, elle lui demande de la laisser faire, elle veut devenir une vraie succube cette nuit, mais en le touchant, elle remarque que c'est très dur là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle enlève le drap et se rend compte qu'il n'y a là qu'un morceau de bois. Peut-être qu'il a simplement trouvé quelque chose de plus important à faire qu'elle, non? Et le voilà au cimetière, en train de vérifier à nouveau son système. Même s'il a obtenu pas mal d'attributs, il est toujours au niveau 1, mais maintenant avec 56 de force, 52 d'endurance, 48 d'intelligence, 50 d'esprit et 43 d'agilité. Ses attributs sont déjà bien solides juste après avoir bu un peu de sang. Et le plus important maintenant, c'est de profiter de véritables occasions de combat. En d'autres termes, il doit monter de niveau. Après tout, il va réussir à se venger de ce type, quoi qu'il en coûte. Ce cimetière est rempli d'énergie sombre et, d'après son expérience avec les escouades de chasse, des endroits comme celui-ci sont généralement habités par des bêtes mutantes de la race des morts vivants. S'il libère son énergie magique là-bas, il devrait être capable d'attirer toutes les bêtes vers lui, alors il commence à activer son aura et à montrer à tout le monde qu'il sera capable de vaincre plusieurs monstres en même temps. Alors soudain, plusieurs âmes commencent à émaner des tombes, demandant qui ose troubler leur repos éternel, et elles commencent à se matérialiser, demandant qui il est. Et les voilà, plusieurs fantômes. Une bête mutante spectre sans visage de niveau 1 crie qu'un bâtard comme lui ose troubler leur repos éternel et qu'elles vont le tuer.
L'une d'elles commence à courir vers lui en disant qu'elle va le tuer, mais il lui donne simplement un coup de poing en plein visage, incroyablement fort, en disant qu'aucune d'entre elles ne sera capable de ne serait-ce que le toucher. Pendant que 3 autres se jettent maintenant sur lui, il donne juste un crochet du gauche à l'une et enfonce la tête de l'autre dans le sol, gagnant encore plus d'expérience. Après avoir éliminé ces 3-là, il a obtenu 5 points d'attribut et il continue de massacrer ses spectres, gagnant encore plus d'expérience avec 5 points supplémentaires ajoutés. Après en avoir massacré plusieurs, il a déjà gagné beaucoup de points et encore plus de points. Et regardez, il a réussi à débloquer une nouvelle compétence, Flash Karma. Cette compétence lui permet d'effectuer 2 charges courtes en 5 secondes. Après avoir passé beaucoup de temps à se battre contre ces monstres, il est déjà essoufflé et comprend que c'est ainsi que ces gars-là se sentent en combattant des bêtes mutantes. C'est une sensation extrêmement agréable. Maintenant, il est déjà au niveau 8 et doit attribuer tous les points. En observant son système, il se rend compte qu'il n'est plus ce garçon méprisable qui portait des bagages extrêmement petits, n'est-ce pas? Maintenant, il a 520 points de vie, 500 de mana, c'est incroyable, c'est énorme. Et pour l'instant, les attributs qui profitent le plus à son corps sont la force, l'endurance et l'agilité. En d'autres termes, il n'a qu'à attribuer ses points à la force et à l'endurance. Soudain, le système commence à émettre plusieurs alertes de danger pour lui. Et derrière lui se trouve une énorme bête, un mutant de niveau 2, le boucher. Ce monstre est sur le point de l'envoyer ad patres, mais il parvient à esquiver et le choc est si violent qu'il fait jaillir plusieurs tombes du sol tandis qu'il s'en sort indemne. Il n'avait jamais vu de bête mutante de niveau 2, boucher. Malgré son corps énorme, ce type n'est vraiment pas lent, loin de là. Le monstre, en plus d'être rapide, possède aussi des compétences à longue portée. Une hache attachée à des chaînes est lancée en direction du protagoniste et il parvient à l'esquiver une fois de plus. Si cette attaque l'avait touché, il n'en serait pas sorti indemne. Ces spectres sans visage apparaissent avec des noms en vert, ce qui signifie qu'ils ne représentaient pas un défi très difficile pour lui. Mais pour ce type-là, son nom apparaît en jaune. Cela signifie que cet ennemi est un adversaire vraiment coriace pour lui. Autrement dit, puisque le destin lui a donné une seconde chance, peu importe qui se trouve sur son chemin, il va réussir à les surpasser et à tous les vaincre. Maintenant, pour équilibrer un peu plus le combat, il y a 2 bouchers. Il esquive l'attaque de l'un et saute en l'air pour donner un coup de pied en pleine tête de l'autre. Après avoir donné ce coup de pied avec toute sa force, il se rend compte qu'il va être extrêmement difficile de gérer ces monstres uniquement avec des coups de poing et de pied. Après tout, leur peau est extrêmement épaisse et il va être difficile de leur faire du mal. Alors, toujours en l'air, l'autre boucher lance ses chaînes sur lui, le serrant dans les airs. Mais le protagoniste s'en rend compte, active ses pas cramoisis et parvient à sortir de ses chaînes indemnes. C'était moins une. Ces deux-là se soutiennent mutuellement, ils sont vraiment problématiques. Il a alors dégainé l'épée d'acier détériorée toute rouillée. Au moins, il a réussi à arracher l'une des armes du dos du boucher. Elle est un peu plus abîmée, mais ce sera suffisant. Pendant que le monstre lui tourne encore le dos, il s'élance vers lui, décidant d'en finir avec ce round le plus vite possible pour économiser de l'énergie. Le monstre, lui aussi prêt à couper ce protagoniste en deux, assène un coup d'une force incroyable, mais le protagoniste ne fait que dévier l'épée du monstre sur le côté. Après tout, mesurer sa force avec une épée rouillée, c'est complètement idiot à faire. 80% de ses points sont dans l'attribut force, et s'il s'agit d'un affrontement direct, il n'a pas peur de cette grosse bête. Il repousse l'épée du monstre avec encore plus de force en criant de se pousser du chemin. Le monstre est maintenant déséquilibré. Il commence à chercher le protagoniste. Où est-ce qu'il a bien pu passer? Et soudain, une lumière plane au-dessus du monstre, lui demandant où il regarde. Et le voilà, sous la lumière de la lune, criant qu'il est déjà trop tard. Il fonce et plante l'épée rouillée en plein cerveau du monstre. Un seul de ces monstres lui a fait gagner 5 points. Il se rend maintenant compte qu'affronter des monstres plus forts est bien mieux que de combattre des monstres faibles. Et avec ça, il a atteint le niveau 10 et a débloqué une nouvelle compétence. Un sang qui invoque un marais de sang dans la zone ciblée pour déchiqueter l'ennemi. Il lance aussi des lames de sang pour blesser gravement l'ennemi. Une compétence vraiment puissante et regarde, une excellente cible pour la tester, n'est-ce pas? Pendant que le monstre reste figé, hurlant, il lui demande ce qui ne va pas. Est-ce que ça t'a fait mal de voir ton petit copain s'écraser au sol? Mais le monstre ne dit rien, il se contente de grogner. Et il observe le nom du monstre qui est maintenant en vert. Est-ce qu'il sait ce que cela signifie? Cela veut dire que maintenant, il n'est plus un rival pour lui. Il devrait tuer ce monstre en 1 ou 2 secondes. Le monstre lance alors sa hache contre lui et il l'esquive très facilement, tandis que la hache boomerang revient pour essayer de l'attacher avec les chaînes. Même si son expérience en combat est limitée, il a tout de même beaucoup d'expérience en tant que porteur et il a vu de nombreuses batailles. Il parvient à esquiver facilement. Après tout, ses mouvements sont répétitifs et faciles à prévoir.
Il va en finir avec ce monstre grâce à sa nouvelle compétence, l'ensevelissement de sang. Le monstre reprend alors sa hache boomerang et commence à être imprégné. Une sorte de lac de sang apparaît, mais ce lac se transforme rapidement en plusieurs pieux de sang, transperçant tout le corps monstrueux du boucher Frankenstein. Et il a obtenu 5 points de plus. Définitivement, combattre des monstres puissants est la meilleure option, sans aucun doute. Même s'il avait déjà lu la description de la compétence, la voir en action est quelque chose d'extrêmement troublant. Une compétence brutale. Et maintenant, il a obtenu un nouveau titre, Tueur de morts vivants. Avec ce titre activé, il inflige 5% de dégâts supplémentaires aux ennemis morts-vivants. Alors, tôt le matin, alors que le soleil se lève déjà, il pense que cela a été extrêmement dangereux. Mais il a réussi à obtenir plusieurs points en une seule journée, ou plutôt en une seule nuit. On dirait que ça en valait la peine. Son niveau est maintenant 11, il a 500 de mana, 630 de vie et il a même une occupation désormais. Vampire avec le titre de tueur de morts-vivants. Il a mis pas mal de points en force, hein? S'il continue à ce rythme, bientôt, il va rattraper ce type Chenzizen. Après tout, cette créature avait une classification supérieure en acier. Mais soudain, il voit une autre notification. Sa mission quotidienne a été générée et accomplie dans les délais. Mission quotidienne, mais il ne savait pas qu'il devait remplir une quelconque mission quotidienne. Naturellement, il va recevoir une récompense. Et regarde cette notification. Avant le prochain lever du soleil, il doit absorber le sang frais d'au moins un personnage du sexe opposé pour activer la compétence de fusion sanguine. Mais tout de suite après, un avertissement apparaît. Chaque personnage féminin ne peut activer la fusion sanguine qu'une seule fois. Si la mission n'est pas accomplie à temps, 5 points d'attribut seront déduits aléatoirement. Et il avait déjà mordu tout le monde, hein? C'est la galère. Quel genre de mission est-ce que c'est? Boire du sang de femme tous les jours, tous les jours. Ça, naturellement, doit être une caractéristique des vampires. Et en plus, il y a une pénalité de 5 points d'attribut. Quel désavantage! Hier, il a bu le sang de presque toutes les succubes de cette ville et aujourd'hui, on lui donne cette mission? Est-ce que ce serait une arnaque? Au milieu de ce désert désolé, où va-t-il bien pouvoir trouver une succube? Mais soudain, il a une idée. Qui a dit qu'il n'y avait pas de femme ici? Hein? Et regardez un peu l'idée qu'il a eue. Ce spectre-là, sans aucun doute, est du sexe opposé. Il n'a aucun doute là-dessus. Même s'il l'a déjà tuée, elle reste un fantôme de sexe féminin. Est-ce que ça compte comme une femme? Il ne le saura qu'en essayant. Et après avoir essayé, le système l'informe que le sang de la cible est pourri et qu'il ne pourra pas activer la fusion sanguine. Évidemment qu'il serait pourri puisqu'elle est morte depuis longtemps, mais il reste encore beaucoup de spectres sans visage dans le coin. Et il se dit que probablement certaines d'entre elles feront ça avec lui sans aucun doute. Alors il commence à essayer d'en trouver une qui n'est pas le sang pourri, mais le système continue de le notifier à plusieurs reprises que le sang est pourri et, après 10 tentatives, il est déjà agacé. C'est probablement parce que ces créatures appartiennent à la race des morts vivants. En d'autres termes, elles n'ont absolument pas de sang frais à lui offrir. Tout ça parce qu'il a absorbé le sang de toutes les succubes hier. Merde, il a été beaucoup trop impulsif. Il commence à dégager son immense aura, criant qu'il a besoin d'une femme. Où pourrait-il bien y avoir d'autres femmes dans ce monde? Alors, de retour au village des succubes, la voilà Nico, allongée sur le lit, disant que l'odeur du maître est encore sur ce lit et qu'apparemment, allongée là, c'est comme si elle était aussi dans ses bras. Mais soudain, elle a un mauvais pressentiment. Elle se lève rapidement et s'assoit, se demandant ce qui se passe avec son maître Oram. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'elle en ce moment? Pendant ce temps, ailleurs, des types en costume cravate conduisent une Mercedes très luxueuse. Ces gars-là ont cherché toute la journée et n'ont rien trouvé. Se seraient-ils trompés de chemin? Mais l'un d'eux affirme que non. Après tout, hier, une énergie magique spéciale est apparue. Même si ce n'était que pour quelques instants, il est certain que c'était dans cette direction-là. Cette énergie est extrêmement unique. Ça doit être une bête mutante extrêmement rare, sans aucun doute. S'ils arrivent à la ramener à la société, ils seront promus et pourraient même obtenir une augmentation. Mais si c'est aussi rare qu'il le dit, ils ne savent rien sur cette créature et elle pourrait être très puissante. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir sans problème? Alors, une femme à l'arrière interrompt la conversation et dit que ce type est un vrai lâche. Et s'il continue à agir comme ça, il ne s'intégrera jamais dans cette entreprise. Il doit avancer sans peur, après tout. Cette société n'a-t-elle rien appris à cet incapable? Le gars s'excuse auprès de la chef. Après tout, il est juste inquiet parce qu'il n'a encore aucune information sur ce monstre. Mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter. Après tout, elle va s'occuper de tout. Tant qu'elle sera là, rien ne lui arrivera. C'est la chef de l'équipe des 4 groupes évolués de la corporation Gang Rosa Polar, Li Xue. Pourquoi les gens aiment-ils autant ce nom, Li Xue, hein? Elle commence à dire, assez détendue, qu'ils ne sont pas les seuls à avoir ressenti cette énergie magique ici et qu'ils doivent prendre de l'avance sur les autres. Alors il s'arrête devant notre protagoniste et il se rend compte que ce sont des humains. Est-ce que leur véhicule transporte la femme dont il a besoin? Alors seuls les 2 hommes descendent et l'un d'eux demande si c'est bien ce gars-là qu'il cherche. Et le gars répond que oui, c'est bien la réaction magique attendue, mais que son énergie magique n'est pas si forte.
Il atteint à peine le niveau 2, le pauvre, c'est fichu. Le héros pensait qu'il y avait une femme là-dedans, mais il n'y a que des hommes. Et il semble qu'il soit venu le chasser. Mais soudain, un escarpin rouge descend de la voiture, et la voilà disant qu'à en juger par sa tenue, il ressemble à une bête vampirique mutante. C'est extrêmement étrange. Cette femme est au plus bas de la classification or, et elle commence à se moquer du héros, disant que c'est dommage qu'il ne soit qu'une bête mutante de niveau 2. Ça ne vaut même pas la peine de se donner la peine de se battre, alors elle ordonne simplement aux deux autres d'en finir rapidement avec lui pendant qu'elle regarde. Et une fois qu'ils en auront fini avec lui, il vaudrait mieux le mettre dans le coffre et partir. Le héros, le petit gars, est vraiment excité. Il y avait effectivement une femme dans cette voiture, mais pourquoi fallait-il qu'elle soit aussi évoluée du niveau or? Ça va être très difficile. Dans son état actuel, il n'a aucune chance contre elle. Et le nom en rouge au-dessus de sa tête en est la plus grande preuve. Et même ces deux subordonnés ne sont pas des adversaires faciles pour lui, après tout, l'un est au niveau bronze supérieur et l'autre aussi. L'un des gars dégaine déjà sa dague en souriant, tandis que l'autre enfile ses gants stylés. Le petit gars ne peut pas non plus rester les bras croisés, mais soudain, il disparaît de la vue, utilisant ses pas écarlates de Flash, et le voilà tout près de cette demoiselle. Elle remarque son mouvement, mais se demande comment une bête mutante de niveau 2 peut se déplacer aussi vite. Il l'attrape alors très fort, ressemblant à un serpent qui s'enroule autour d'elle avec ses bras et ses jambes. Elle n'a jamais été dans une telle situation auparavant, une situation complètement embarrassante. Les gars s'énervent et lui ordonnent de s'éloigner immédiatement de leur chef. Qu'est-ce qu'il essaie de faire à leur chef, hein? Et elle continue de demander ce que cela signifie, pourquoi il est en train de la serrer dans ses bras, et il se contente de dire qu'il est désolé. Il n'a qu'un seul choix à faire, et il mord son cou. Inévitablement, la notification apparaît. La mission quotidienne a été accomplie. Son attribut de force a augmenté d'1 point. Elle commence à respirer très fort, disant qu'elle a déjà beaucoup grandi. Après tout, aucun garçon ne l'avait jamais touchée auparavant. Il a été le seul. Elle soupire et explose, libérant son immense pouvoir, en lui criant de ne pas être aussi excessif. Ce pouvoir est si fort que notre garçon est projeté au loin et heurte violemment le dos contre un arbre très solide. Puis, il s'essuie la bouche et dit « Excessif, moi? Jamais. » Elle parle comme si elle le détestait vraiment. Elle s'approche encore et commence à dégager une aura bleue de son corps, disant que ce type s'est contenté de la toucher et le système lui notifie que le niveau d'affinité d'elle a augmenté à 30%. Malheureusement, notre garçon a laissé une marque sur son cou et cela est absolument impardonnable. Elle est déterminée à transformer ce type en une sculpture de glace. C'est seulement ainsi qu'elle pourra se calmer. Il se rend compte que cette femme a la langue bien pendue, mais le cœur tendre. Il en a déjà vu beaucoup comme elle, mais elle rougit facilement, lui disant d'arrêter de dire des bêtises. Ce ne sont que des paroles en l'air, alors qu'il pense déjà que c'est plutôt le contraire, non? Tant qu'elle ne compte pas le tuer, il a encore une chance de s'en sortir. Mais soudain, une lettre arrive de loin et elle saute dans sa direction pour attraper cette lettre. Une attaque sournoise, une embuscade, hein? Elle ordonne à ce type d'arrêter de se cacher et de sortir tout de suite. Pendant que le gars se rend compte que cette femme est extrêmement forte et rapide, il dit simplement qu'il n'a pas de mauvaises intentions. Il n'y a pas de raison d'être aussi nerveuse. Il continue en disant qu'elle a hésité à attaquer, alors il voulait juste donner un petit coup de main. Ce type-là, Zheng Zheng, son classement est de rang or, et l'autre, il s'appelle Bai Xuem, tu vois? Bai Xuem est aussi de rang or. Si elle ne compte pas le tuer, il vaut mieux le laisser avec eux. Après tout, ils font partie du centre d'élite. Notre petit héros semble être dans une situation risquée car il y a deux autres joueurs au titre rouge, un or inférieur et un or supérieur. Pourquoi est-ce que tout le monde le poursuit? Aujourd'hui, on dirait vraiment que ce n'est pas son jour. Tout le monde veut le tuer. Elle commence à dire que ces types-là viennent du centre d'élite. Aucune chance, même pas dans ses rêves les plus fous. Le petit héros commence à rire pendant qu'elle dit que ce gars-là a d'abord été marqué comme sa proie. Pour cette raison, elles ne peuvent pas le remettre au centre d'élite, c'est impossible. Le petit héros pense simplement que c'est exactement comme elle l'a dit. Seule une femme belle, noble et froide comme elle a le droit de posséder son corps, et ces deux-là ne sont pas dignes. Apparemment, son affinité pour lui a encore augmenté et elle a déclaré que ce gars-là est déjà à elle et que si quelqu'un veut le toucher, il devra passer sur son cadavre, ce qu'il trouve tout simplement impressionnant. La présence de cette femme est écrasante, rien que par son aura, ils ont déjà perdu, et maintenant son affinité est à 45%. Il a tout de suite compris que la complimenter est très efficace, et il observe les compagnons de la jeune femme en disant que ces deux gars sont plutôt attirants et forts. Ils ne vont quand même pas perdre contre ces deux types répugnants, n'est-ce pas? Dans le groupe Dongsheng, ils n'ont peur de personne, le petit dit déjà que la négociation a échoué et ordonne aux mecs aux cheveux d'avocat d'attaquer en premier. Ce gars lance plusieurs cartes dans leur direction, disant qu'ils ont déjà donné la première chance et que c'est eux qui l'ont cherché. Un véritable twist du destin, il ne manquait plus qu'à teindre les cheveux et mettre le chapeau. Ces cartes sont arrêtées en plein vol dans une brume glacée et d'un simple doigt, elle récite « Tempête de neige ». Un givre s'abat sur tout le monde, une compétence extrêmement agaçante, mais le petit reste tranquille, tandis que l'autre trouve que le vent est si fort qu'il a du mal à garder les yeux ouverts.
Cette femme utilise la tempête de neige pour restreindre les mouvements de ses adversaires. Apparemment, ils sont tombés sur une adversaire extrêmement douée et elle remarque que la neige fond avant même d'atteindre cet homme. Ce nain semble vraiment fort, mais à en juger par ce qu'il dit, il ne compte pas se battre. Il est simplement en train de les sous-estimer. Elle en est alors profondément dégoûtée. Face au fait que ce nain sous-estime ses pouvoirs, elle commence à libérer toute sa puissance et dit aux deux autres de garder un œil sur notre garçon pendant qu'elle s'en occupe. Elle s'élance dans les airs et récite un nouvel enchantement. La musique de glace et une rose polaire apparaît dans le ciel. C'est quoi cette blague, mec? Elle utilise une fleur de glace? Mince, est-ce qu'elle est en train de se moquer de lui? Cette puissance immense ressemble à une dictame et fonce à une vitesse incroyable, gigantesque, en direction des deux, provoquant un choc terrible. Excellent, elle les a touchés de plein fouet. Maintenant, vraiment, ces types ne peuvent plus agir avec autant d'arrogance qu'avant. Il n'y a aucun doute que leur chef est irréprochable. Incroyable, c'est elle la plus forte du groupe Hong Sheng. Et le voilà, pétrifié à l'intérieur des cristaux de glace, tandis que Naniko reste tranquille. Apparemment, il pense que ce type est en train de le mettre en danger. Il va tout raconter à son père quand ils rentreront. Il n'arrive même pas à se défendre face à une femme comme celle-là. Mais la femme là-haut sur la glace dit que ce type est vraiment étrange et continue de sous-estimer encore plus les femmes, et il est le prochain, mais Naniko dit déjà qu'elle ne comprenait peut-être pas sa situation, et soudain, des flèches à pointe en forme de cœur atteignent ses gardes du corps et ils sont pétrifiés sur le champ. Mince, qui a bien pu faire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière ce type? Et soudain, elle apparaît, une femme succube qui enlace Aoran et l'appelle maître. Elle l'a enfin retrouvé. Notre garçon n'a jamais été aussi heureux de voir une femme et lui demande comment elle est arrivée là. Elle répond simplement qu'elle a senti que le maître Aoran avait vraiment besoin d'elle, alors elle s'est précipitée ici. Tant qu'elle pourra être utile, elle est prête à tout donner, vraiment tout. Alors, cette fille, en regardant le couple de tourtereaux, commence à trembler de peur, tandis que les deux amoureux sont là. Ah, tu es une subordonnée incroyable, tu es vraiment formidable, tu m'as vraiment sauvé. Et elle répond, c'est un honneur de servir mon maître. Cette femme commence vraiment à perdre patience, tremblant de rage, mais elle ne comprend pas pourquoi elle est aussi en colère. Après tout, pourquoi ces deux-là flirtent-ils ainsi devant elle? C'est un affront énorme, c'est impossible, mais elle sait qu'elle n'est pas une personne superficielle. Et pourquoi a-t-elle transformé ces deux gardes en pierre, hein? Est-ce que c'est à cause de ça? Elle active alors son pouvoir en demandant pourquoi cette fille a tiré sur ses gardes. Il vaudrait mieux qu'elle les ramène à la normale maintenant. On dirait qu'elle a choisi le mauvais adversaire, hein? Et voilà le gars juste derrière elle. Ce type est vraiment rapide. Le gars continue en disant qu'elle a frappé tout le monde et veut maintenant s'en aller? Non, non, ça ne va pas être aussi facile que ça. Il lui assène un coup direct qui la projette au loin avec une force incroyable. Ce coup est si puissant qu'elle est envoyée sur plusieurs mètres, rebondissant au milieu des broussailles, tandis que le protagoniste pense que c'est le pouvoir d'un or supérieur. C'est vraiment très fort. Même un chef d'or inférieur ne pourrait pas l'affronter. Il dit à Nico qu'ils ne font pas le poids face à lui. Et voilà le perturbé en Crocs, mais il se souvient que le système avait prévenu que si l'affinité avec le disciple atteignait 100%, une récompense secrète serait débloquée. S'il veut avoir une chance de survivre, il va tout miser sur cette récompense. Ce type est vraiment puissant et il ne pourra pas reculer, et elle non plus ne pourra pas reculer devant son maître alors qu'il dégage cette puissance extrêmement brûlante. Il était venu ici uniquement pour affronter cette rare bête de sang, mais il a aussi découvert qu'il y avait une succube en bonus. Pas mal du tout. Sa chance est incroyable. S'il attrape tout le monde ici et les emmène à son père, sans aucun doute, il recevra une très belle récompense. Souriant, il ajoute qu'il ne faut pas avoir peur. Après tout, ce sera très rapide et personne ne ressentira de douleur. La jeune fille tire alors plusieurs flèches dans sa direction, qui l'abat toutes en avançant avec une force incroyable, tout en traitant tout le monde de pathétique, affirmant qu'ils ne sont rien d'autre que des déchets comme l'équipe Hong Sheng. Personne ici n'arrive même à lui faire des chatouilles, et il se retrouve déjà face à la succube. Mais inévitablement, le protagoniste se jette vers elle, bloquant la vue de l'homme, la saisit et active sa compétence flèche cramoisie, disparaissant aussitôt de là avant que l'homme n'ait pu la prendre dans ses bras. Où est-ce que ce type a bien pu aller? Une simple bête de niveau 2 peut-elle vraiment être plus rapide que ses yeux? C'est impossible, mon frère. Et le voilà dans les buissons en train de serrer la succube dans ses bras. Si c'était un coup de maître, il a déjà utilisé 2 flashs et il n'a plus rien pour s'échapper et il doit récupérer cette récompense secrète avant que ce type ne s'en rende compte. Il pensait qu'en faisant tout ça, son affinité avec elle allait beaucoup augmenter, alors qu'elle, de son côté, se sent complètement inutile, la pauvre. Et elle s'excuse. Malheureusement, son maître a dû intervenir pour la sauver. À partir de maintenant, elle va travailler encore plus dur. Elle enlace le protagoniste et s'approche tout près de lui pendant qu'il lui dit que ce n'est pas le moment de s'excuser. Puis il l'embrasse passionnément et dit que le meilleur moment pour faire ça, c'est maintenant, tandis qu'elle pense « Mais maître, en pleine bataille !» Il dit simplement que ça n'a plus d'importance et de ne rien dire de plus, et elle pense « Si le maître le souhaite, alors allons lui faire plaisir. »
Et voilà, l'affinité de Nico est montée à 99%, tandis que le gars là-bas, qui voulait casser la figure à tout le monde, remarque la scène et regarde ça, mince, qui flirte au beau milieu d'un combat, sérieux. Ah, une bête est vraiment une bête. Il se cache pour s'embrasser en plein combat, t'es fou ou quoi? Le gars explose de rage. Après tout, c'est encore un puceau. Et eux, ils veulent s'accoupler en plein champ de bataille, c'est impardonnable. Il va réduire leurs corps et âmes pourries en simples cendres. Tout le sol commence à trembler et à se fissurer sous la force de ce type. Et le protagoniste se rend compte qu'il manque seulement 1%, et ce n'est toujours pas suffisant. Le gars fonce en disant qu'il va tuer les deux extrêmement vite. Et, soudain, il remarque qu'il y a plusieurs obstacles formant une protection de glace autour d'eux. Et la voilà, elle interfère encore une fois dans les plans de ce type. Le gars dit qu'il ne l'a pas tuée uniquement à cause du groupe Hong, qu'elle ne se fasse pas de fausses idées. Et elle répond simplement que ce gars parle trop bien et continue de laisser l'ennemi en vie. Ce vampire-là, c'est sa proie. S'il veut toucher à ce vampire, il devra d'abord passer sur son corps. Pendant que Lixiu et Yuen entament un combat extrêmement intense à l'intérieur de la prison de glace, Liaoran atteint le stade final et la notification de 100% de Nico s'affiche. Le baiser au milieu du combat du maître l'a presque fait fondre. Et maintenant, il a reçu la notification de déblocage de la récompense secrète. Félicitations, il a obtenu la permission d'utiliser le bec sanguin une fois. En utilisant le bec sanguin, il devrait être capable de débloquer tous les attributs et compétences du dieu démon du sang, obtenant ainsi une puissance de combat incomparable. Et la durée du bec sanguin est de 10 minutes. Il commence à exhaler tout ce pouvoir sanguin, formant une prison. Cette puissance commence à s'élever avec une force extrême vers le ciel. Les ennemis présents remarquent la précision et la puissance de ce monstre. Et lui, déjà imprégné des ténèbres sanguinaires, déjà transformé et avec des yeux de vampire, leur demande « Ah, vous n'alliez pas me réduire en cendres? Viens donc, tranquillement. » Le gars commence à transpirer à grosses gouttes, se demandant ce que c'est que ça, mais ce n'était pas une bête de niveau 2. Pourquoi tout à coup possède-t-il un pouvoir aussi terrifiant? Ce type est bouleversé et notre protagoniste, dans un style Super Saiyan 4 avec cette longue chevelure, dit que puisque ce gars ne va pas bouger, il a déjà eu sa chance et ne l'a pas saisi, alors maintenant il va y passer. Le protagoniste lance un pouvoir qui commence à attirer ce type. Capacité activée, main du démon. Il a totalement perdu le contrôle de son corps et a été projeté directement dans la main du protagoniste qui saisit sa gorge et serre très fort. Le gars commence à trembler de tout son être et se met à bégayer en suppliant le prota de ne pas le tuer. Mais le prota lui dit qu'il a tort, qu'avant il ne lui parlait pas comme ça, n'est-ce pas? Avant, il était très arrogant. Le gars commence à dire, en bégayant et en tremblant, qu'il était très stupide et idiot pour ne pas reconnaître la grandeur du Seigneur, qu'il ne savait pas à qui il avait affaire et demande pardon, mais le protagoniste trouve cette scène très familière. À cette époque-là, lui aussi avait été attrapé de cette façon par le cou, comme s'il n'était qu'un déchet prêt à être jeté à tout moment. Le gars, tremblant de tout son être, entend toutes les paroles du protagoniste et en y repensant, il se souvient que ce type-là était un évolué enregistré au centre d'élite, ce qui réduit drastiquement ses chances d'être pardonné par le protagoniste. Il active alors ses mains démoniaques, projette ce type en l'air et, lorsque celui-ci retombe, il est frappé par un coup de poing dévastateur en plein estomac. La puissance de l'impact du coup de poing est telle que tout le sol derrière le type est complètement détruit et il est projeté sur plusieurs mètres, s'écrasant contre les cristaux de glace à l'arrière et atterrissant au loin complètement brisé, de la fumée s'échappant même de lui à cause de la vitesse à laquelle il a heurté le sol. Mince alors! Il commence à beaucoup tousser. Le protagoniste s'approche et se rend compte que c'est là le pouvoir et le sentiment de ceux qui sont au-dessus. Hein? Il pourrait vraiment s'habituer à ça. C'est le pouvoir du dieu démon du sang. Un pouvoir incroyable, pendant que la fille s'approche et pense que c'est là le pouvoir du petit vampire qui l'a mordu auparavant. Est-ce qu'elle cachait ce pouvoir terrifiant? Mais peut-être qu'il la laissait gagner exprès auparavant? Pendant ce temps, la succube pense que ce type est vraiment digne d'être le maître qu'elle a choisi. C'est incroyable. Elle est complètement sous son charme, mais le gars aux cheveux d'avocat parvient à sortir de ses cristaux de glace. Tout sourire, il dit qu'il a enfin réussi à se libérer et que maintenant il va attaquer de toutes ses forces. Il remarque la présence de ce type et son attitude. Quand est-ce qu'il a adopté cette posture? Mais soudain, le grand vampire active la compétence Tempête Rouge et aussitôt, son corps commence à se transformer en des centaines de chauves-souris qui foncent sur ce type. Le gars n'aime pas les chauves-souris et trouve ça dégoûtant, mais les chauves-souris commencent à le mordre frénétiquement à une vitesse extrême. En moins de 2 secondes, il ne reste plus de lui qu'un squelette. Le gars a tout dévoré, il ne restait plus rien et il a gagné 5 points d'attribut. Plusieurs notifications d'attributs lui parviennent. Nous avons maintenant, mes chers amis, un protagoniste impitoyable. Il continue de vérifier son système et constate qu'il a encore gagné des niveaux cette fois-ci. Après tout, les ennemis en or offrent une expérience impressionnante et il possède désormais la compétence Tempête Rouge.
Tempête Rouge invoque un essaim de chauve-souris pour attaquer les ennemis, infligeant de lourds dégâts, particulièrement efficaces contre plusieurs cibles. Le gars complètement écrasé au sol supplie encore pour qu'on lui pardonne, mais le protagoniste s'approche à nouveau, façon C18, et demande « Hein? Je n'ai pas compris ce que tu disais. Supplie un peu plus et peut-être que j'aurai pitié. » Le gars continue de supplier, disant qu'il ne veut pas mourir, s'il vous plaît. Son père est le président du centre d'élite, et s'il le laisse rentrer chez lui, il lui donnera tout ce que le héros voudra. Il le garantit. Mais notre garçon se contente de dire « Ah, donc tu veux rentrer chez toi? Alors je dois t'aider. Ne t'inquiète pas. » Le gars le remercie et le héros le lance dans les airs. Ce n'est pas quelqu'un qui aime aider les autres, et s'il le lance avec une telle force vers le ciel, c'est pour qu'il fasse un beau voyage à une vitesse supersonique, tandis que tout le monde regarde ce gars dans les airs. Mais la fille remarque que c'est justement dans la direction de la ville. Est-ce qu'il est vraiment en train d'envoyer ce gars chez lui? Ce gars va si vite qu'il défonce plusieurs montagnes sur son passage et arrive en ville à une vitesse fulgurante, s'écrasant contre le bâtiment de la guilde d'élite avec une force incroyable, comme s'il était un missile intercontinental. Et le système le notifie à plusieurs reprises qu'il a encore gagné de l'expérience. On dirait qu'il est arrivé sain et sauf chez lui, non? Ouais, on sait qu'il est arrivé. Avec toute cette expérience que tu viens de gagner, il est littéralement arrivé. Il continue de monter de niveau, même si son expérience a chuté drastiquement. On dirait que plus le niveau est élevé, plus il gagne d'expérience. Il doit consommer plus de points d'expérience pour atteindre d'autres niveaux. Il se retourne et regarde les deux. La fille demande ce qu'il souhaite faire. Après tout, c'est maintenant son tour à elle. Il ne dit rien. Il l'ignore simplement et appelle Nico, tandis qu'elle reste sans comprendre ce qui se passe. Il dit simplement qu'il a besoin de la coopération de Nico pour résoudre certains problèmes. Nico est prête à résoudre n'importe quelle question que le protagoniste souhaite. Et soudain, elle commence à briller et une énergie commence à rayonner de sa poitrine. On dirait que quelque chose est sur le point d'émerger de sa poitrine. Comment sa poitrine a-t-elle pu cacher quelque chose d'aussi énorme? La pointe d'une épée commence à sortir. L'épée sacrée du maître Oran, une épée impressionnante, très grande. Elle crie « S'il vous plaît, maître Oran, retirez cette épée de moi », mais d'une manière très douce et lente. Le maître commence alors à retirer l'épée, lui disant d'attendre encore un peu. Cette épée spéciale et très belle a été retirée. La compétence de résonance d'âme ne peut être activée que lorsque l'affinité d'un disciple est au maximum. Et grâce à cette résonance, un équipement spécial se matérialise à partir du corps du disciple. Il possède maintenant la lame de sang noir, un excellent équipement obtenu du corps de Nicole. C'est ça! J'espère que ça vous a plu. Cette petite œuvre n'a que quelques chapitres, mais je l'ai trouvée vraiment intéressante. Elle correspond vraiment au style de la chaîne. Le protagoniste devient de plus en plus fort. Et est-ce qu'il aura d'autres évolutions qui le rendront encore plus badass? Si comme moi vous voulez une deuxième partie, il suffit de s'abonner juste en dessous, de liker et de commenter. C'est tout pour nous, merci et profitez de la prochaine vidéo. Alors, il a tiré une arme de sa poitrine. Quelle chose sinistre! Avec la force qu'il a maintenant, il n'aura pas besoin d'une arme pour vaincre cette dame. Sans aucun doute, elle est terriblement horrifiée. Est-ce qu'il veut vraiment utiliser cette épée tranchante pour en finir avec elle? Puis, soudain, il se contente de passer l'épée sur le côté et continue en disant qu'elle parle trop. Et là, oh, une seule entaille a déjà déchiré une partie de ses vêtements et les a laissés tout en lambeaux. Elle regarde vers le bas et se sent très exposée. Ce n'est pas possible. On observe maintenant un collant et des parties floutées. Elle commence à crier en disant que ce n'est rien d'autre qu'une sale blague d'adolescent de 15 ans et que s'il doit la tuer, il ferait mieux de le faire d'un coup au lieu de jouer avec elle. Pourquoi est-ce qu'il enlève ses vêtements? Il s'approche alors un peu plus et lui dit de la fermer. Ce qui vient de se passer n'était qu'un petit test et si elle veut en finir avec eux, il vaut mieux qu'elle aille jusqu'au petit bois là-bas au milieu des broussailles. Il a quelque chose à lui dire en privé au milieu des broussailles. Alors déjà au milieu des broussailles et elle, très gênée, commence à se demander qu'est-ce que ce type veut lui dire au milieu des broussailles. Très étrange. D'abord, il lui a enlevé ses vêtements, ensuite il lui a dit d'aller au milieu des broussailles avec lui. Qu'est-ce qu'il compte faire? Puis, soudainement, elle pense avoir tout compris. Il lui a tout simplement épargné la vie et, jusqu'à présent, il ne l'a pas tué. Alors, il ne peut y avoir qu'une seule explication. Ce type, ce grand vampire, est tombé amoureux d'elle et veut profiter de sa beauté. Oui, sans aucun doute, c'est ça son plan. Même si ce type est un vampire, il n'est entouré que d'énergie démoniaque. Mais son apparence, sa carrure, ne sont pas si différentes de celles d'un humain. Alors, peut-être qu'on peut accepter ça, non? Pendant qu'elle l'observe, en train de réfléchir et de le juger, lui, il l'observe aussi. Elle le trouve même plutôt mignon. Et en suivant cette logique, elle sait ce qui va se passer ensuite. Maintenant, l'être dominant va prendre l'initiative. Alors, soudainement, il l'encercle. Elle, sans aucune issue pour s'enfuir, coincée contre un arbre, pense qu'il va commencer maintenant. Est-ce qu'elle va vraiment avoir sa première fois avec le vampire? Mais cela va complètement à l'encontre de la moralité.
Enfin, si les vampires existent, n'est-ce pas? Il commence à lui parler tout près, d'une voix très douce, lui demandant de répéter tout ce qu'il dira à partir de maintenant. Soumise, Li Xue jure une fidélité éternelle envers toi pour l'éternité. Elle ne le trahira jamais. Elle commence à transpirer à froid, demandant ce que cela signifie. C'est une sorte de jeu, un RPG, mais il commence à dégager une aura sinistre et dit qu'il ne la laisserait pas vivre pour remettre en question ses ordres. Obéis simplement. Elle commence alors à réciter ses phrases, complètement essoufflée, et demande s'il est satisfait maintenant. Et bim, une autre notification apparaît sur son système. Regarde, tu as obtenu ton deuxième disciple. Consulte maintenant les détails. Nom, Li Xue, race humaine, 24 ans, niveau d'évolution, or inférieur. Caractéristiques, grande force, extrêmement compétitive. Bien que son apparence soit froide et distante, elle a le cœur pur et est quelque peu narcissique. Une personnalité dominante. En d'autres termes, elle aime les hommes dominants. Et son affinité avec lui est de 45%, ce qui est plutôt élevé pour être exact. Il s'approche encore plus, elle peut sentir la chaleur de son corps de vampire, ou plutôt sa froideur. Il commence à lui dire qu'elle a tout bien fait et qu'il est satisfait. Pendant qu'elle se demande s'il va l'embrasser maintenant. Elle commence alors à fermer les yeux, pensant qu'elle va perdre son premier baiser ici et maintenant. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Même si elle l'a vu s'approcher tout près, c'était trop rapide pour qu'elle puisse réagir. Alors il recule légèrement et dit que le temps est écoulé et que la récompense s'arrête là. Elle, quoi c'est fini? Où est le reste mon frère? Où, hein? Il se contente de dire que ses deux subordonnés devraient bientôt retrouver leur mobilité et qu'elle doit les emmener avec elle. Il s'approche de nouveau et lui dit de ne rien raconter à personne. Elle acquiesce simplement et il s'en va, la laissant toute tremblante en disant qu'il n'a plus de temps à perdre avec elle. Et au revoir, et elle commence à balbutier en lui demandant d'attendre, tandis qu'il pense qu'elle en voulait plus. Elle dit simplement que si ses compagnons la voient dans cet état, tout le monde va trouver ça très étrange, surtout en pleine forêt. Elle a vraiment besoin d'un coup de main pour ça. Alors il a simplement pris ses vêtements et les lui a donnés. Mais elle peut encore sentir la chaleur et l'odeur imprégnée dans les tissus vampiriques de cet être. C'est vraiment très intime et elle en est très gênée. Mais une autre notification apparaît sur l'écran. Maintenant, son affinité est à 50%. Elle meurt de honte, n'est-ce pas? Ou peut-être d'autres choses aussi. Alors la nuit tombe sous la lumière de la lune sur le village Sukubo. Il est là, allongé sur le lit, observant le statut du système. Aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses en même temps. Non seulement il a réussi à atteindre le niveau 21, mais il a aussi débloqué plein de nouvelles compétences. Et pour être précis, la compétence art du démon de sang, il a non seulement obtenu 73 de résistance et 48 d'intelligence, mais aussi 50 d'esprit. Incroyable! Il a vraiment réussi à devenir plus fort. S'il continue à s'efforcer autant, il va devenir bien plus fort qu'avant, sans aucun doute. En fait, il l'est déjà, non? Puis, soudainement, une autre notification envahit son écran. Maintenant qu'il a atteint le niveau 21, il a le droit de défier l'arène de l'enfer sanglant. Veut-il y participer? Mais cela est suivi d'une note. Dans cette arène, il ne peut gagner aucune expérience et ses blessures ne se guérissent pas automatiquement, que ce soit en montant de niveau ou en quittant le défi. Cependant, les récompenses pour avoir relevé le défi sont substantielles. Veut-il vraiment entrer dans cette arène, ce puits de sang maintenant? Voilà le truc. Cela signifie que, qu'il gagne ou qu'il perde, toute blessure qu'il subira ne se guérira pas. Et s'il se blesse, cela va ralentir son rythme de progression. Ça n'a aucun sens de participer à ce truc. Il vaut mieux qu'il attende d'avoir un niveau plus élevé. Il se dit alors, il entrera là-dedans quand il aura fait plus de progrès. Il se lève alors et demande au système d'ouvrir l'arène de l'enfer de sang. Ce gars pense une chose et en dit une autre, dégageant une puissante aura sombre et rouge. Il se contente de dire qu'on raconte que la richesse et le pouvoir s'obtiennent en prenant des risques. En d'autres termes, il ne se soucie plus de rien ni de personne. Notre garçon commence alors à entrer très lentement dans ce portail, déjà totalement prêt. Il dit que maintenant, il a même reçu une nouvelle tenue et des détails vraiment complexes, mais que cet endroit ne ressemble pas à une arène de combat. Puis une autre notification apparaît à l'écran. Bienvenue dans la salle de préparation. Veuillez sélectionner une arme pour votre combat. Une arme. Tout autour de lui apparaissent de plusieurs types d'armes. Hache, épée, lance, bouclier, toutes sortes d'armes. Il en remarque alors deux qui attirent son attention. L'épée de chevalier à 2 mains qui offre 30 en agilité et 10 en force. Il y a aussi le poignard perforant avec 30 en agilité. Et regardez ça, la grande hache de bataille avec 15 en force et le bouclier solaire avec 25 en endurance. Chaque arme possède des attributs supplémentaires. N'importe laquelle d'entre elles serait sans aucun doute une excellente amélioration pour lui, mais il n'a malheureusement aucune expérience avec aucune d'entre elles. Laquelle devrait-il donc choisir? Et puis, l'un d'eux attire son regard. Ah là là, le concombre jaune spirale longue devrait être vert et n'offre aucun bonus d'attribut, mais il possède un effet plutôt intéressant.
En attaquant l'ennemi de façon répétée, il provoque un bref effet de spasme. Il prend le concombre, commence à le brandir et dit que c'est exactement de ça dont il a besoin. Ce truc-là va devenir sa nouvelle arme de combat. Mince alors, mec, c'est complètement fou. Un concombre comme arme, c'est vraiment bizarre. Même si la forme de ce concombre est très étrange, la capacité de provoquer des spasmes chez l'ennemi peut s'avérer utile. S'il utilise ce concombre de façon stratégique, il deviendra incroyablement dangereux. Pourquoi est-ce que je trouve ça si bizarre, hein? Ouais, c'est sûrement tout à fait normal, non? D'avoir un concombre comme arme. Une autre notification apparaît. Sélectionnez l'une des améliorations suivantes pour aider au combat. Regarde, il y en a 3 là. Brise défense. À chaque fois qu'il inflige des dégâts, la défense de l'ennemi diminue d'1 point. Potion. Il va obtenir une potion qui restaure immédiatement 30% de sa vie, ses PV. Et il y a aussi la dernière, équipement de force. Il reçoit un objet supplémentaire aléatoire. Il doit choisir même sans savoir qui sera son adversaire. Alors, en se basant sur son expérience passée avec les jeux, il décide de choisir celle qui réduit la défense de l'ennemi. Après tout, cette option est très polyvalente et particulièrement efficace contre des ennemis puissants et de niveau supérieur. La mise à jour a été activée et il va maintenant être transporté vers l'arène de l'enfer sanglant. Alors, déjà dans l'arène de l'enfer sanglant, plusieurs personnes dans le public commencent à crier. C'est l'intérieur de... L'arène est un endroit vraiment intéressant, semblable au Colisée. Cette arène compte un total de 50 niveaux, chacun avec un gardien spécial. Et s'il parvient à éliminer certains gardiens, il obtiendra plusieurs récompenses précieuses et pourra passer au niveau suivant. Alors, maintenant, nous remarquons 2 talons hauts rouges là-bas dans l'arène. Celle-là, c'est la commentatrice officielle de l'arène de l'enfer de sang. Apparemment, elle semble être une succube métissée. Je pense qu'elle est un mélange avec une humaine. Elle dit simplement qu'elle est adorable et charismatique. La petite démone, Sally, que j'ai déjà vue quelque part aujourd'hui, est un vampire cramoisi, le puissant Oram. Il commence à se gratter l'oreille en disant que ces types ont une commentatrice. C'est fou, non? Et regarde le public, une bande de squelettes. Cette femme commence à dire que lui, un membre d'une race très rare, est aussi un parfait débutant. Est-ce qu'il va vraiment gagner ce tournoi? Et maintenant, elle va présenter l'hôte, le célèbre gardien de premier niveau de la forêt nocturne, la fée qui incarne les présages et la mort. La voilà, ou le voilà, précisément, ouvrant cette porte, commençant à dégager une pression intense et un vent glacial. Et il ne peut s'empêcher de se demander ce qui ne va pas avec cette femme. On dirait qu'elle pleure beaucoup et qu'elle est déjà entrée dans la salle en pleurant. Elle dit simplement qu'elle est la messagère des enfers, capable de prédire la mort des mortels. C'est pour cette raison qu'elle passe son temps à pleurer. Celle-là, c'est la Banshee. Partout où il y a un présage de mort, elle apparaîtra pour pleurer ceux qui sont sur le point de périr. Toujours en pleurant, elle remarque qu'il a une aura de mort terriblement écrasante et elle se met à pleurer encore plus. C'est pour cette raison qu'elle pleure aujourd'hui, c'est à cause de lui. Mais lui, il pense juste qu'elle est en train de dire qu'il veut mourir ici aujourd'hui. C'est vraiment ce qu'elle est en train de dire? Il commence à la regarder et remarque qu'il n'y a aucun identifiant de niveau. Cela signifie que la reine a restreint certaines fonctions du système. Il commence alors à libérer son pouvoir, se transforme en plusieurs chauves-souris et fonce vers elle. Mais soudain, elle révèle ses griffes et commence à déchiqueter plusieurs chauves-souris d'un seul coup. Toujours en pleurant, elle dit que les chauves-souris ne peuvent pas lui faire de mal et qu'il ne sera jamais à la hauteur face à elle. Puis soudain, d'un saut extrêmement puissant et immense qui crée même un cratère dans le sol, elle se retrouve déjà derrière lui et dit simplement que c'est fini. Mais soudain, il sort son concombre, attrape son bras et parvient à esquiver ses griffes, tout en disant qu'elle ne comprend rien à la tactique d'attirer et de tuer son ennemi. Si la tempête rouge ne peut pas lui faire de mal, alors cela signifie que peut-être son gros concombre jaune en spirale pourrait lui faire du mal. Elle observe simplement ce gros concombre vert, ou plutôt jaune, qui se dirige vers son front et soudain, elle écarte la jambe, waouh, quelle souplesse, et donne un coup de pied dans le concombre du protagoniste, en disant qu'elle ne le laissera jamais toucher à ça. Le concombre s'envole au loin et la commentatrice entre en délire, disant que ce type a laissé tomber son arme étrange. Il semble que Brangida ait une forte aversion pour les objets ressemblant à des bâtons. Est-ce que cela va faire pencher la bataille en sa faveur? Alors qu'il tient l'une de ses mains et l'une de ses jambes, le concombre semble partir dans une direction totalement différente. Pendant ce temps, Auron a réussi à coincer Bash dans une situation complètement embarrassante. Elle essaie de se libérer, mais n'y parvient pas. Comment ce type peut-il surpasser sa force? Puis il la jette au sol et tombe sur elle avec le concombre. Il dit qu'il ne s'attendait pas à ce que l'arme ait ce genre d'effet. Et il semble que rien qu'en regardant ce concombre, elle perde déjà la tête. Qu'est-ce que cela peut bien lui rappeler? Il lui dit simplement de se rendre, car en termes de force, il est absolu et elle ne pourra pas échapper à ses attaques. Elle est totalement immobilisée.
Il s'approche tout près d'elle et lui dit à voix basse que garder cette position doit être très douloureux. Si elle ne veut pas souffrir davantage, il vaut mieux qu'elle se rende. Après tout, cela ne devrait plus être difficile pour elle. En pleurant, elle commence encore à crier, dégageant une pression énorme, et il se rend compte que cette femme est vraiment forte. La force de sa jambe double, puis triple, et elle le projette en l'air si fort qu'il finit par heurter le mur. Il s'essuie simplement la bouche et dit que cette femme a un cri incroyablement impressionnant et qu'il ne peut plus sous-estimer sa puissance. La commentatrice entre en délire. Comment ce type a-t-il réussi à encaisser l'attaque finale de Baxeda? Comment? Serait-il un alpha? Elle commence alors à dire que quiconque entend ce cri ressent une peur absolue de la mort au plus profond de son cœur. C'est le hurlement alpha de Baxeda, et maintenant elle commence à chanter une mélodie sinistre, érodant progressivement leur esprit jusqu'à ce qu'ils perdent complètement leur capacité à se battre et soient finalement entraînés dans l'abîme de la mort. Et la force mentale de notre Auron n'est que de 15, ce n'est pas suffisant pour supporter tout cela. Ça va être difficile pour ce gars de supporter les pleurs de Baxeda. Il commence alors à se boucher les oreilles pendant que la commentatrice dit que, comme prévu, Auron ne sera pas capable de sauter d'étape, ou plutôt de rang. Il semble que le résultat de ce test soit déjà décidé. Alors, apparemment dans le subconscient d'Auron, une femme dit que cela fait déjà bien longtemps, Auron. Est-ce qu'il a oublié son visage? Il se rend compte que c'est sa mère et commence à avoir les yeux embués de larmes. Est-ce que tout cela est vraiment réel? Elle le traite simplement d'idiot. Qui d'autre cela pourrait-il être? Mon petit Auron a grandi et est devenu un adulte. Ces dernières années ont été vraiment difficiles pour lui, le pauvre. Elle tend la main et lui dit de venir prendre sa main pour qu'elle puisse le regarder de plus près. Elle lui propose de s'unir à elle comme mère et fils et de ne plus jamais se séparer. Elle lui dit de venir vite et de prendre sa main. Il met simplement les mains dans ses poches, totalement méfiant, tandis qu'elle dit que, ensemble, ils chercheront l'éternité, le bonheur éternel et qu'ils ne se sépareront plus jamais. Mais il ne prend pas sa main et elle ne cesse de se demander qu'est-ce qui ne va pas chez lui. Parce qu'elle est sa mère et qu'elle lui tend la main. Est-ce qu'il ne ressent pas son absence? Mais il dit simplement qu'il a été trompé plusieurs fois. Il a été poignardé dans le dos par ses propres compagnons et, regardez, transformé en nourriture vivante pour des bêtes, endurant une maladie inconnue, menaçante, avec le risque constant d'une mort subite. Il a réussi à s'échapper de justesse d'un accident impliquant des bêtes mutantes évoluées, et cela alors qu'il était encore enfant. Il a déjà trop souffert pour croire à de simples illusions. Sa mère a risqué sa propre vie pour pouvoir sauver sa sœur et lui de ce désastre. Il n'est pas logique qu'il ait été séduit et qu'il ait abandonné sa vie comme ça, sans raison. Il ne va pas tomber dans un baratin pareil. Alors, soudainement, il brise cette illusion, émanant sa profonde puissance, et déclare qu'il va survivre, quoi qu'il arrive. Baxeda pense que tout cela est impossible. Il a vraiment réussi à briser. Alors, il prend son concombre, désormais muni de cette arme légendaire, tandis que la commentatrice dit que tout cela est incroyable. Il a vraiment réussi à résister au hurlement alpha commun. Sa force mentale n'est que de 16. Rien de commun. C'est un grand combat et il devient de plus en plus terrifiant. Puis, soudainement, il commence à disparaître, disant qu'il a vraiment compris maintenant son véritable pouvoir en activant la compétence d'art du sang caché. Et maintenant, c'est son tour. Tout le monde dans le public, y compris Baxeda, commence à le chercher. Peut-il vraiment utiliser la compétence d'invisibilité? Un hurlement bêta, c'est ça? Puis, soudain, elle commence à pleurer encore plus et à plusieurs prémonitions. Elle commence à pousser son hurlement dans toute l'arène. Puisqu'elle ne peut pas le voir, elle va le lancer partout dans cette arène. Toute la région de l'arène commence à exploser sous l'effet des multiples sons de sa puissance. Cette énergie qu'elle dégage en pleurant est extrêmement puissante. Sa quatrième technique est encore plus brutale que celle de l'alpha. Une attaque indiscriminée qui couvre toute l'arène. Même si tu peux devenir invisible, cela ne servira à rien, ça n'aura aucun sens. Mais soudain, alors qu'elle crie et pleure, voilà que le concombre arrive et elle en prend un en pleine bouche, c'est fou! Elle pleure, elle avale le concombre. Le système signale aussitôt qu'une amélioration de rupture de défense a été activée et il lui dit simplement d'arrêter de pleurer. Et sa défense a été réduite de 11 points. Quel assaut embarrassant, mon frère! Incroyable! La commentatrice est sous le choc. Il a vraiment brisé cette technique. Il retire le concombre baveux de sa bouche et dit que ce n'est pas encore fini. Le meilleur reste à venir. Il commence alors une série d'attaques consécutives avec ce concombre à longue portée, une explosion de concombres longs et elle commence à sentir les concombres la frapper. Plusieurs levées consécutives et plusieurs bris de défense successifs. Sa défense a diminué de façon drastique à chaque fois et elle commence à pleurer en réalisant que ce n'est qu'un simple concombre.
comment cela peut-il être aussi douloureux et puissant? Sa défense a été réduite de 14 points, 16 points, et cela continue à monter ou descendre. Et en plus, à chaque fois qu'elle attaque, les attaques deviennent de plus en plus fortes et douloureuses, et elle ne supporte plus de recevoir autant de coups de concombre. Et il dit simplement qu'elle peut en supporter davantage, car son attaque n'est pas encore terminée. Un effet supplémentaire du concombre jaune en spirale longue est activé. La cible entre maintenant dans un état de spasme et il continue d'attaquer, brisant encore davantage sa défense. Et la seule chose qu'elle peut faire, c'est pleurer en disant qu'elle n'en peut plus. Elle ne peut plus supporter, son corps ne bouge plus et elle n'arrive plus à se contrôler. Son corps devient maintenant de plus en plus étrange et un autre effet s'ajoute. D'autres effets de spasme sont encore ajoutés et encore plus de défense est réduite. 15 points, 20 points, encore des points consécutifs. Après plusieurs coups qui laissent même un cratère à l'endroit de la reine, elle est déjà là, à quatre pattes au sol, le suppliant d'arrêter, de ne plus la frapper avec le concombre, et elle a finalement abandonné. Mec, quel combat historique! J'ai déjà vu un bâton, mais c'est la première fois que je vois un concombre gagner un combat. Tout le public de Squelette est sous le choc, même la commentatrice reste bouche bée. Cette attaque terrifiante, rien qu'en regardant, tout son corps commence à trembler. Je pense qu'elle veut aussi des cornichons. Alors, il se contente de la pointer du doigt et dit qu'elle s'est déjà rendue. Il vaut mieux qu'elle annonce le résultat du combat. Elle s'excuse simplement et dit qu'elle s'est un peu laissée emporter. Puis elle commence à crier, elle annonce que Bashida s'est rendue. Le vainqueur de ce combat est Alran. Il a gagné le droit de défier le 6e jusqu'au 2e niveau. Et regardez, il est aussi devenu beaucoup plus fort. Il a également obtenu une résistance aux altérations d'état, 10 points de résistance au contrôle mental, à l'empoisonnement, à l'hémorragie et à d'autres états anormaux. Il a aussi gagné un point de compétence qui permet d'améliorer des compétences débloquées pour obtenir de nouveaux effets plus puissants. Il se sent plus confiant maintenant. C'est son nouveau sang de guerre. Non seulement cela augmente ses attributs spéciaux, mais cela lui permet aussi d'améliorer ses compétences. Il a définitivement fait le bon choix en choisissant ce beau, grand et épais concombre. Le système lui demande s'il veut continuer vers le 2e niveau de l'arène de l'enfer. Oui ou non? Il a déjà reçu ses récompenses, donc son état ne s'est pas complètement rétabli et il décide que non. Après tout, ce serait de la folie. Il vaut mieux que je monte encore quelques niveaux avant d'essayer à nouveau. Il retourne donc à la ville des succubes et reçoit immédiatement une notification indiquant qu'il a débloqué la compétence cachée Pacte des vainqueurs. Est-ce parce que cette compétence a été activée après qu'il a quitté l'arène? Dans la barre de compétences, il est indiqué que les adversaires vaincus dans l'arène deviendront ses partisans en dehors de l'arène et qu'il peut invoquer ses partisans pour l'aider lors des combats. Donc, cela signifie que cette femme pleurnicharde est une partisane. Elle va être très utile. Et s'il dépasse le niveau 50, cela signifie qu'il peut invoquer une armée entière. Waouh, c'est complètement abusé! Puis il remarque des bruits familiers venant de sa chambre. Il ouvre la porte et tombe nez à nez avec la succube complètement amoureuse. Dans une situation un peu embarrassante sur son lit, elle ne fait que dire que même si le maître n'est pas là, son lit garde complètement son odeur et que c'est si intense que cela lui procure énormément de bonheur. C'est littéralement le paradis pour elle. Puis elle ouvre les yeux en sentant l'odeur du maître qui semble être devenue encore plus forte et lui, complètement maladroit, lui demande ce qu'elle fait là. Elle pense simplement que ce n'est pas ce que ça a l'air et qu'elle ne faisait rien de bizarre sur son lit, absolument rien. Vous voyez ce que je veux dire? Elle était juste venue lui apporter de nouveaux vêtements. Puisqu'il avait donné son manteau à cette femme humaine, elle est restée éveillée toute la nuit à les confectionner exactement à sa taille. Il lui caresse la tête et dit qu'il pensait justement à s'acheter de nouveaux vêtements. Et puisque c'est elle qui les lui a apportés, ce ne sera plus nécessaire. Il la remercie énormément. Que ferait-il sans elle dans ce monde? Il dit qu'il va garder ce manteau et qu'il ne le donnera plus jamais à personne. Et elle est très heureuse en pensant qu'Oron-sama a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Regardez-moi cette déclaration directe. Une confession d'amour complète, rien que ça. J'y crois aussi. Cela signifie qu'il veut qu'elle le serve pour le reste de sa vie. Après 2 batailles intenses, jour et nuit, Oron a finalement réussi à dormir profondément. Mais cependant, quelques succubes entrent en courant dans le village en criant qu'il y a des orques, que des orques attaquent le village. Et rapidement, l'une d'elles est attrapée et complètement immobilisée par un orque très costaud derrière, qui crie à tout le monde d'attaquer, de piller tout ce qu'ils peuvent dans ce village et de ne rien laisser derrière eux. Il est accompagné de nombreux esclaves orques qui attrapent toutes les succubes du village. Apparemment, ils veulent toutes les emmener aussi. Le chef ordonne d'attacher tout le monde et de ne laisser aucune s'échapper ou tomber. Un sac porté par les orques esclaves est rempli de succubes, tandis que le chef ordonne de prendre tous les grains d'or et les trésors de ce village. Mais soudain, plusieurs flèches en forme de cœur frappent ces 3 esclaves, les transformant rapidement en simples pierres. Le chef comprend aussitôt qui se trouve là. Qui ose attaquer ses subordonnés?
Est-ce qu'il en a marre de vivre? Mais elle traite simplement cette bande d'orques de racailles répugnantes, de simples bâtards cherchant à piller ce village. Si le chef ne veut pas finir pétrifié comme les autres, il ferait mieux de libérer tout le peuple de son village. Mais il commence à dégager une pression menaçante, affirmant qu'elle n'a pas compris la véritable situation dans laquelle se trouve son village. Quelle carte a-t-elle en main pour tenter de menacer cet orque? Alors plusieurs esclaves sautent sur elle par derrière, discrètement, mais soudainement la compétence sangle d'enterrement de niveau 2 s'active et ces orques meurent en plein vol. Une attaque impressionnante, et elle pense que cette attaque, cette présence n'est autre que celle d'Auron venu sauver son village. Auron est vraiment agacé, disant que décidément ce type ne le laisse jamais dormir en paix. Ah, ce type va le payer. Il dit simplement à Nico de ne pas s'inquiéter, qu'il est là pour régler la situation. La bête mutante de niveau 3, le centurion, demande ce qu'un vampire fait dans un nid de succubes, que cela ne le concerne pas. Il vaut mieux qu'il ne s'en mêle pas, sinon il va finir dans la tombe. Mais notre protagoniste est vraiment énervé et dit qu'il porte le sang de chacune d'elles dans son corps et qu'il n'oserait pas répéter ça. Il est maintenant très irrité et il se pourrait qu'il soit déjà trop tard pour que cet orque regrette ses actes. Il commence à activer sa compétence, Pacte du vainqueur, et la voilà, Bashida, encore en train de pleurer, à sa disposition. Nico, en observant la présence écrasante devant lui, reste sans voix. Comment son maître Auron est-il capable d'invoquer une créature aussi impressionnante, dotée d'un pouvoir magique incroyablement formidable? Alors l'orque commence à crier en disant qu'il a invoqué un assistant et que ses orques à lui sont plus de 80 ou 100. En d'autres termes, il n'a rien à craindre. Bashida commence à exhaler son chant terrifiant et tous ses nombreux orques sont complètement enveloppés par sa magie. Ils commencent alors à s'entretuer, augmentant encore davantage son XP. Certains d'entre eux disent qu'ils ont trahi leurs ancêtres orques et qu'ils ne méritent plus de connaître ce monde. D'autres commencent à le frapper à la tête avec leurs gourdins en disant qu'il maltraite les faibles, les tue, les pille, les brûle et qu'il est une honte pour les orques et qu'il se suicide aussi. Encore plus de XP ajouté à notre Auron, plusieurs orques commencent à se tuer pendant qu'un guerrier orc observe toute la scène. Quelle chose étrange! Un son qui peut troubler son esprit. Sa tête est remplie de pensées suicidaires, mais il n'a pas encore été complètement corrompu. C'est vraiment un centurion orc et il ne peut pas tomber dans son piège. Il se ressaisit à nouveau et dit que l'honneur des orques repose sur ses épaules, mais soudain, ce qui repose sur sa tête, c'est juste un coup de genou en plein milieu du menton, refermant cette grande bouche qu'il avait ouverte, tandis qu'Auron dit « Assassiner, piller, brûler, voilà l'honneur des orques, un honneur totalement bon marché et inacceptable ». Il pose sa petite main au sol et donne aussitôt un coup de pied sauté en plein milieu de la poitrine de l'orque en disant que sur ses épaules ne reste plus que l'espoir de tout son peuple. Cet orque est projeté en l'air par une force incroyable et, pour compléter son attaque, il active aussitôt la tempête rouge, se transformant en chauve-souris. Il commence à dévorer cet orque alors qu'il est encore dans les airs, mais l'orque affirme que sa défense est impénétrable et que ses chauves-souris ne pourront pas l'attaquer. S'il n'y avait pas eu ce cri étrange venu de l'enfer, il serait déjà devenu de la pâtée pour corbeau. Oram, extrêmement irrité, dit à ce type qu'il a amené tant d'orques dans ce village et qu'il s'attend à ce qu'ils se battent en un contre un. Est-il vraiment aussi naïf? Bashida commence à émettre son hurlement d'alpha et Nico utilise la lumière et l'amour, projetant plusieurs attaques vers l'orque, faisant tout exploser dans les airs. Il s'écrase au sol, complètement écorché, tandis qu'Aram déclare qu'être indulgent avec l'ennemi, c'est être cruel envers soi-même. Il lève la main et active son pouvoir sanguin, transperçant l'orque de part en part. Il conclut en disant que la pitié, la seule chose qu'il peut accorder à ses ennemis, c'est de les attaquer quand ils sont les plus faibles et d'en finir avec eux d'un seul coup. Voilà ce qu'est la pitié pour lui. Ce ne sont là que les véritables règles du combat. De nouvelles notifications remplissent l'écran, indiquant qu'il a gagné un niveau. Et bien maintenant que tout est réglé, grâce à lui, le village n'a pas subi de grandes pertes et les camarades qui ont été attachés n'ont eu que des blessures légères. Les succubes présentes disent que Aram avait l'air tellement incroyable en tabassant ses orques. Après ça, ces salauds n'oseront plus jamais déranger ce village. Elles demandent simplement comment elles peuvent remercier notre cher Aram. Toute rougissante. Il s'approche un peu plus de Bashida et dit que c'est la première fois qu'il l'a invoquée et qu'elle s'en est très bien sortie. Grâce à ses pleurs, il a été très facile de se débarrasser de ses nombreux orques. Elle répond simplement que le servir est un honneur, puisqu'elle est désormais devenue sa humble servante. Enfin, nous l'avons vue sans pleurer. Elle dit simplement que tant que ce sera un ordre de Aram, elle donnera le meilleur d'elle-même, mais il lui répond qu'il a une tâche importante pour elle. Ils s'enfoncent alors dans la forêt. Bon sang, ce type essaie toujours d'emmener tout le monde dans les bois et il commence à la sucer, un vrai vampire, tandis qu'elle dit que la nuit dernière, il l'a torturée avec un concombre jusqu'à la mettre dans cet état.
Pourquoi est-ce qu'il est en train de mordre son cou maintenant et ne la lâche pas? Et elle, complètement rougissante, demande quelle est cette tâche importante. Est-ce que ce serait satisfaire son étrange fétiche? Elle trouve cela douloureux, mais puisque c'est un ordre, elle va tenir jusqu'au bout. Alors le système remplit à nouveau l'écran. L'affinité avec Bashida est montée à 50% et la mission quotidienne a été accomplie. Un attribut d'esprit a été ajouté. Il s'essuie la bouche et dit que ce n'est pas un fétiche étrange. En tant que vampire, il doit boire le sang d'une personne du sexe opposé chaque jour pour rester plein d'énergie. C'est vital pour sa survie. Il l'observe et trouve qu'elle a une expression vraiment bizarre. Ne me dis pas qu'elle est anémiée, mais elle se penche aussitôt, gênée, et dit que depuis qu'elle s'est battue contre lui hier, son corps réagit de façon très étrange et est devenu très sensible. Chaque fois qu'elle le voit, la scène où il l'a vaincu dans l'arène lui revient en tête et maintenant qu'il s'est approché d'elle de manière aussi intime, son corps lui semble à nouveau bizarre. Elle a l'impression qu'elle va s'effondrer. Elle ferme les yeux et, haletante, dit qu'elle ne supporte plus cela et que c'est peut-être totalement inapproprié. Elle demande pardon à Aram et dit qu'elle va se retirer pour l'instant. Soudain, elle disparaît, tandis qu'il se dit qu'elle est vraiment sensible. Déjà à la tombée de la nuit, au bord d'un lac dans un paysage totalement tropical, la voilà, Nico et d'autres succubes en train de discuter de ce qui s'est passé dans le village avant qu'Aram ne sauve tout le monde et qu'elles doivent lui rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. C'est le minimum. Une autre dit simplement qu'elle pourrait peut-être utiliser leur corps, que cela montrerait vraiment leur sincérité envers lui, mais elle, toujours les pieds dans l'eau, répond qu'Aram ne s'intéresse qu'au combat et qu'il a déjà à ses côtés de belles femmes comme Bashida et cette chef humaine. En plus, elle n'a aucune expérience dans les affaires entre hommes et femmes. Vous êtes au courant de ce genre de choses, n'est-ce pas? Comment pourrait-elle vraiment le satisfaire? Et voilà, notre histoire s'arrête ici, c'est tout ce qu'il y a. L'histoire est intéressante et je n'aurais jamais imaginé un concombre après une épée aussi cool, mais c'est tout ce à quoi on s'attend, non? Cela peut vraiment nous surprendre, des choses nouvelles, mes chers amis. J'espère que ça vous a plu, laissez un commentaire ici et si cette vidéo atteint l'objectif, s'il y a d'autres suites, nous les apporterons. C'est nous, merci et profitez de la prochaine vidéo. Cette fille est encore inquiète parce que le maître Aram ne s'intéresse pas à elle. Elle pense que oui parce qu'en réalité, elle a essayé plusieurs fois mais n'a jamais réussi. L'autre pense simplement qu'il est facile de séduire un homme et que c'est essentiel pour une succube. Elle trouve que cette fille est bien trop naïve et qu'il vaut mieux laisser tomber. Mais elle a une façon de faire en sorte que ce Lord Aram ne puisse plus s'empêcher de la poursuivre. Elle a un plan. Elle demande alors à cette fille d'enlever sa serviette et maintenant elle va lui donner quelques leçons. Très bien. L'autre demande simplement ce qu'elle va faire ensuite, puis soudain, la femme fait jaillir un pouvoir de ses doigts qui se dirige droit vers l'autre et la touche de plein fouet. L'autre n'en revient pas. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Quel genre de pouvoir est-ce donc? Cette fille dit que son talent pour le combat est bien meilleur que celui des autres membres de la tribu, mais qu'avec seulement cela, elle ne deviendra jamais une véritable succube. On voit alors un tatouage en forme de cœur apparaître sur son abdomen. Plus tard, loin de là, dans la ville des succubes, il est là, Aram. La consommation de mana du contrat de victoire est très élevée, et s'il veut augmenter sa limite pendant le combat, il doit être plus énergique. Maintenant, on voit dans sa fenêtre de statut qu'il a réussi à augmenter considérablement ses attributs d'intelligence, de force et même d'invocation, mais il n'est toujours pas satisfait et continue à s'entraîner de plus en plus. Désormais, son corps est même devenu musclé. Plus il gagne en force et en endurance, plus il deviendra puissant. Pour l'instant, il ne peut compter que sur des exercices fous pour entretenir ce corps. Mais soudain, la succube entre dans la chambre, encore en serviette. Elle appelle Monsieur Aram et dit qu'elle sait ce qu'elle peut utiliser pour lui rendre le service qu'il lui a rendu. Aram commence à se nettoyer, maintenant tout musclé, et dit que Nicole est adorable. Qu'est-ce qui la rend si enthousiaste? Et elle observe son corps et commence à devenir complètement rouge, tout en pensant que des vêtements beaux et voyants le rendent encore plus beau. Mais en regardant de plus près, on dirait que son corps a été sculpté avec un couteau ou une hache. Pour elle, c'est une véritable œuvre d'art. Mais elle commence à s'exciter beaucoup. Son corps lui échappe et soudain, la serviette tombe. Il regarde cette scène effrayé et lui demande ce qu'elle va faire. Soudain, ce tatouage commence à briller dans ses yeux et le système le notifie. La résistance à l'état alien a atteint le seuil et il est immunisé contre l'effet de contrôle du Lustmark. Soudain, toujours dans la source thermale, cette fille se rend compte qu'elle a oublié quelque chose de très important. Une fois que la marque de luxure activée conserve la capacité de séduire l'autre partie, elle sera elle aussi prise au piège. Le seigneur Aram est le dieu démoniaque du sang et le charme flottant de Nicole ne devrait pas être capable de séduire ce type. Mince!
Elle commence alors à plonger dans cette source thermale, se demandant comment tout cela va finir maintenant. Le Seigneur, complètement désemparé, dit que Nicole n'a visiblement pas l'air bien. Qu'est-ce que c'est que ce tatouage qu'elle vient de se faire? Alors qu'elle est en train de brûler, disant qu'il fait très chaud, soudain des visions de luxure traversent son esprit, avec des scènes indescriptibles, et son corps semble sur le point d'exploser. Elle commence alors à sourire timidement et dit que le Seigneur Houran est très beau et qu'elle ne peut plus se retenir. Soudain, le protagoniste la prend dans ses bras et lui dit qu'il comprend son intention, mais malheureusement, elle semble maintenant hors d'elle, en train de rêver. Et soudain, Houran l'embrasse. Alors, les tourtereaux commencent à faire du bruit toute la nuit dans cette maison Sucupira. Et regardez, la nuit doit passer très vite. Soudain, il fait déjà matin. Elle se réveille alors en sentant une sorte de pouvoir magique incroyable dans son corps, une réserve infinie d'énergie magique. Elle n'avait jamais vécu ce genre d'expérience auparavant. Sa force semble s'être incroyablement améliorée. Elle observe le protagoniste qui dort encore et, apparemment, ce pouvoir étrange émane de son corps à elle, à cause de cette conversation d'adulte qu'elle a eue avec lui la nuit précédente. Le Xingli du maître Houran a des effets magiques inattendus. Même si le tatouage qu'elle a fait hier n'a pas fonctionné, elle a quand même réussi à séduire ce maître et cela a été une expérience extrêmement plaisante, incroyable, qu'elle n'avait jamais vécue de sa vie. Puis, Houran se réveille avec plusieurs notifications du système. La disciple Nicole a obtenu l'essence du démon sanglant et ses points ainsi que ses attributs ont été considérablement améliorés. Son niveau a été mis à jour à 4 inférieur. Waouh, son essence a vraiment cet effet. Mais l'essence du démon facial ne peut être prise que par des disciples dont la faveur atteint 100%, et elle ne peut être prise qu'une seule fois par chaque disciple. Bien que cela ne puisse pas être répété, cet effet est extrêmement extravagant. 4e niveau inférieur, cet attribut a déjà dépassé toutes les attentes, c'est fou! Elle commence alors à regarder le maître Houran et lui demande si sa performance lors du combat d'hier n'a pas été suffisante pour lui. Il répond simplement que non. Elle s'est très bien débrouillée hier soir et elle dit que c'est un honneur de servir le maître Houran et qu'à présent, elle lui appartient entièrement. Soudain, le système émet encore plus de notifications concernant ses tâches quotidiennes. Veuillez prendre au moins une dose de fluide frais provenant d'une corne sexuelle avant le prochain lever du soleil pour activer la compétence plateforme de fonte du sang. Mon Dieu, qu'est-ce que ça peut bien être? Il commence alors à réfléchir et lui demande si, en dehors de sa tribu, il existe une autre tribu d'animaux étranges dans les environs. Et s'il y a une bonne quantité de femmes, cela lui suffira. Elle commence à dire qu'en réalité, la tribu du peuple Bangrou, qu'ils ont vue l'autre jour, se trouve de l'autre côté de la forêt. Ils ont brûlé, tué, pillé et opprimé les autres, des animaux. Il doit y avoir des orques femelles parmi eux. Alors, les voilà, près de l'entrée de cette tribu, gardés par 2 tours de guet. Mais le maître de Haoran ne montre aucune peur. C'est cette tribu dont elle parlait. Ces types intimident le village depuis longtemps. Maintenant, c'est l'heure de la vengeance. Il est impatient de voir la force de Nicole après l'avancée du 4e inférieur. Et après qu'elle ait pris son fluide. C'est pour qu'elle se souvienne de garder toutes les femmes en vie. Elle commence alors à émaner son pouvoir et dit qu'elle a compris. Maintenant, elle va montrer le pouvoir que Haoran lui a donné et saisir l'occasion de se venger de ces orques maléfiques. Elle s'élève alors dans les cieux à l'intérieur d'un cercle de pouvoir et fait jaillir des éclairs tout autour. Les orques commencent à regarder, impressionnés. Qu'est-ce que ça peut bien être? Là-dedans, elle crie en disant que c'est le pouvoir incomparable que les dieux lui ont accordé pour accomplir sa vengeance. Et maintenant, elle va faire ressentir à ces types vulgaires toute la douleur qu'ils ont causée au camp des succubes pendant toutes ces années. Cette immense boule d'énergie plasma commence à s'étendre et à ravager tout l'endroit, projetant plusieurs orques au loin. Fascinant! C'est le même effet que lorsque Bashida tue un ennemi. Il reçoit de nombreux points d'expérience. Chaque fois qu'un disciple tue un ennemi, il peut obtenir plus de points d'expérience correspondant à la cible, donc naturellement, il peut gagner de l'expérience sans rien faire. Le pouvoir de cette fille est si grand qu'il laisse un énorme cratère à l'endroit de l'explosion. Waouh! Incroyable! Et dire qu'elle n'a même pas utilisé toute la force que le maître Haoran lui avait donnée. Elle commence à déclarer, d'une voix extrêmement forte, en utilisant son pouvoir, qu'elle vient au nom du seigneur Li Haoran, le démon de sang, pour exterminer d'un seul coup cette moitié de la tribu orque. Aujourd'hui, c'est le jour où ces orques vont mourir. Soudain, plusieurs orques guerriers apparaissent et disent à cette succube de la fermer. Ce n'est qu'une petite succube avec des paroles en l'air. Et c'est quoi, au juste, un démon de sang? Est-il aussi puissant que notre centurion? Hein? Je ne pense pas. Mais alors la succube attrape le visage de l'un des orques, puis celui de l'autre, et fracasse leurs 2 têtes ensemble, forçant les 2 orques à s'embrasser. C'est fou! Elle les a explosés tous les 2. Elle commence alors à émaner une sorte de pouvoir de ses mains et dit qu'elle attendait ce moment depuis très longtemps.
Elle va maintenant révéler les secrets des traditions des succubes et soudain, elle saisit un fouet couvert d'épines et commence à le claquer sur le sol. Elle commence alors à voler, disant que ce sera la manière parfaite d'envoyer ces types dans la tombe. Un fouet déjà incroyablement grand et rose. Cette succube est déterminée à envoyer tout le monde au tapis d'un seul coup. Elle commence alors à utiliser la capacité du fouet brûlant et furieux et se met à le claquer sur le dos de tous ses orques présents. Et le système commence à notifier Aoran avec plusieurs points d'XP qu'il a déjà gagnés et il a maintenant atteint 5 points de réputation par jour. Il ne lui reste plus qu'à les répartir dans le système. Puis il en a obtenu 5 de plus, puis 10 de plus et bien d'autres arrivent, sans qu'il ne fasse absolument rien. C'est une façon plutôt suspecte de faire évoluer un disciple, n'est-ce pas? Cette Nicole l'aide à monter de niveau d'une manière bien plus efficace, extrêmement rapide. Quelle sera la compétence qu'il va acquérir au niveau 25? Pendant que le système lui dit d'atteindre le niveau 25 pour obtenir de nouvelles compétences. Il n'a donc qu'à regarder. Pendant qu'il continue de gagner de l'expérience, la barre de compétences apparaît. Affinité nocturne. Dans des environnements nocturnes ou sombres, la vitesse de déplacement est augmentée de 30% et les coups critiques infligeront un effet de saignement causant des dégâts équivalents à 0,5% de la santé maximale par seconde pendant 5 secondes. Ah, maintenant Aoran est déterminé. Désormais, il devient plus fort la nuit et plus il fait sombre, mieux c'est. Et à partir de maintenant, il devra se battre la nuit. Cette fois, il est vraiment devenu un vampire corps et âme. Pendant ce temps, il continue de gagner de nombreux points d'expérience sans absolument rien faire. À la tombée de la nuit, la voilà, la succube Nicole, au sommet d'une montagne de cadavres d'orques. Elle dit simplement que c'est le niveau des orques qui courent partout. Quelle déception! Elle cherchait des orques plus forts. Soudain, une femme orque apparaît, extrêmement musclée et bien bâtie, la traitant de sale arrogante. Elle va donner une leçon à cette succube. Enfin, une orque femelle est apparue. Et voilà Aoran. Le moment est venu de remplir sa mission quotidienne, mais cet orque ne remarque même pas à quel moment ce type s'est approché d'elle. Il commence à montrer ses dents et dit simplement qu'il n'est donc pas le bienvenu ici, puis il la mord en plein milieu du cou. Mais à en juger par son expression, je pense qu'elle n'a pas trouvé cette morsure désagréable. Sa mission quotidienne est accomplie et maintenant son attribut de groupe a augmenté de 7 points. Un peu plus tard, après quelques heures, il se retrouve déjà avec un tas de femmes orques, toutes attachées. Lors de cette première bataille de la tribu Banglou, Nicole a tué environ 178 ennemis, un nombre extrêmement élevé, et il a réussi à capturer une trentaine de femelles orques. Un travail phénoménal et des résultats extraordinaires. Après avoir été promue au 4e niveau, elle est devenue vraiment forte, hein? Nicole demande si cette ville est un bon endroit pour lui et il se contente de regarder ses femmes en disant qu'avec son pouvoir magique, elle devrait pouvoir prolonger considérablement la durée de pétrification des flèches de l'amour, n'est-ce pas? Alors, il vaut mieux qu'elle prenne ses prisonnières, les ramène au village et les pétrifie ensuite afin de pouvoir les préserver et les garder pour une utilisation future. Quel genre d'utilisation est-ce? Et elle répond simplement qu'elle fera comme ordonné. Je ne savais même pas qu'il existait des orques rousses. Maintenant, tant qu'il parvient à bien s'occuper de ses orques femelles, il n'aura pas à se soucier des missions quotidiennes pendant un bon moment. Après tout, sa réserve quotidienne de sang est assurée, mais il n'a pas été le seul à recevoir des récompenses. Elle a aussi trouvé un orbe dans un aquifère isolé et a découvert que cet objet est l'objet commun et elle compte bien l'utiliser. Il prend cet objet et voit que cet orbe est une sorte d'accessoire électrique et, après l'avoir consommé, il peut augmenter la limite supérieure de vitesse et de valeur magique en plus de bloquer l'esprit maléfique du monde extérieur. En d'autres termes, si elle mange ça, elle peut bloquer son esprit maléfique. Mais s'il en mange aussi, lui non plus ne sera pas détecté par les évolués lorsqu'il retournera en ville. En d'autres termes, aucun chasseur ne pourra détecter qu'il est un vampire. Un objet vraiment intéressant. Il le consomme alors et a ainsi accompli une étape de plus vers sa vengeance. À présent, il est qualifié pour retourner en ville et ainsi se remémorer le passé. Et le deuxième jour, après que Lia Oran a terminé la tâche quotidienne d'utiliser les orques qu'il a capturés, il lui dit qu'il doit partir, mais elle ne croit pas qu'il doit vraiment s'en aller. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de mal qui l'a rendu malheureux? Mais il dit simplement qu'il a des affaires à régler. Il doit donc aller à la ville J et il réglera ses affaires en quelques jours sans aucun doute. Il va laisser Bashida sous son commandement. Quand il ne sera pas là, elle ne doit pas s'inquiéter. Elle doit prendre ce village comme centre et éliminer tous les ennemis qui apparaîtront dans un rayon de 10 000. Et si elle rencontre un monstre femelle, elle doit suivre toutes ses anciennes règles, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, puisqu'il a terminé ses préparatifs, le voilà qui part en direction de la ville. Les deux observent Oran partir, tandis que Bashida demande ce qu'il doit faire à la ville J et qui peut bien l'attendre là-bas. Nicole non plus ne sait pas, après tout, les pensées du maître Oran ne sont pas quelque chose qu'il puisse prévoir. À la tombée de la nuit, dans la ville J, la voilà.
Cette fille qui pense au maître Oran, alors c'est ça son nom. Elle continue de serrer et de sentir l'odeur de ses vêtements qu'il lui a donnés. La nuit passe et il fait déjà matin. Cette fille s'est endormie sur les vêtements d'Oran, tandis que lui, il est là, la regardant dormir. Elle se réveille en se demandant quel est ce bruit, alors qu'elle entend encore 1, 2, 3, 4, 5. Le voilà, en sueur, en train de s'entraîner dans sa chambre. Elle commence à se lever, le regardant, pendant qu'il lui demande s'il l'a dérangé. Elle sursaute aussitôt et tous les poils de son corps se hérissent. Elle lui demande depuis quand il est là, comment elle n'a pas senti sa présence et comment il connaît son adresse, mais il répond simplement qu'elle lui a juré fidélité. Il peut sentir où elle se trouve et il n'y a rien d'étrange à cela. Il est simplement là pour rendre visite à ses subordonnés et demande si elle a besoin d'aide. Elle répond simplement que bien sûr que non. Soudain, le système indique que sa faveur a augmenté de 63%. Il dit simplement qu'il a besoin de son aide pour quelque chose de très important. La tâche qu'elle a maintenant est de l'aider à trouver une personne, Chen Yijen, un évolué avancé du centre d'élite de rang S. Il veut tout savoir sur ce que ce type a fait pendant les missions. Elle le regarde et dit que cette question est plutôt étrange. Après tout, elle aussi est la chef du groupe Hong. Est-ce que ce lien entre ce type et cet autre groupe existe encore? Et il y a encore une chose qu'il doit savoir. Elle demande quoi? Il la regarde en souriant. Pourquoi dort-elle toujours la nuit en serrant ses vêtements contre elle? Et pourquoi répète-t-elle sans cesse les mots qu'il lui a dit ce jour-là? À quoi rêvait-elle? Elle devient complètement gênée et commence à transpirer à grosses gouttes. Maintenant, elle est toute rouge et commence à bégayer. Ah, ça, c'est... Alors, tout à coup, elle se souvient de son rêve. Il était assis sur le canapé pendant qu'elle était assise, disant qu'ils devraient finir ce qu'ils avaient commencé dans la forêt, mais il lui disait simplement qu'à partir de ce moment-là, il ne serait plus un gentleman. Et soudain, l'alarme la réveille, alors elle s'est précipitée hors de là. Elle doit partir en courant, s'éclipser parce qu'elle doit aller travailler. Et les choses qu'il a demandées seront réglées rapidement, dès qu'elle aura fini le travail. Pendant ce temps, il se dit que ses réactions à elle étaient vraiment exagérées et extrêmement difficiles à comprendre. On dirait que ce rêve était vraiment palpitant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le parking souterrain du groupe Hong Zhenghu, elle est là en train de se demander. Si ce type a vraiment vu son mauvais côté pendant le rêve, comment va-t-elle pouvoir lui faire face à l'avenir? Et toute rouge, elle ne peut s'empêcher de penser que ce gars doit être en train de se moquer d'elle. Quelle honte! Soudain, quelqu'un s'approche et lui demande si elle est Li Shui, la chef de l'équipe Li. Il a un petit problème à régler avec elle. Il y a quelques jours, une explosion magique inhabituelle a eu lieu dans les environs de la ville Ji. Est-ce qu'elle s'en souvient? Deux types, l'un qui ressemble à un proxénète et l'autre avec un crâne chauve et brillant. Le gars explique simplement que le frère Yuan et son partenaire sont allés enquêter, mais tous deux ont été tués. Ces deux-là, c'est le petit et le gars avec la coupe en forme d'avocat. Et il commence à raconter que le corps de son frère a été jeté sur le toit du bâtiment Elite Center. Et d'après ce qu'il sait, cette équipe-là aussi est allée enquêter sur cet incident d'anomalie magique. Même Yunu, qui était un supérieur de rang or, est mort de façon violente. Il ajuste ses lunettes et commence à la fixer du regard. Mais, cependant, ce qui reste intriguant, c'est qu'elle et ses compagnons sont revenus sains et saufs. Elle commence à froncer les sourcils et demande ce qu'il veut dire par là. Est-ce qu'elle dit qu'elle a tué son frère? Apparemment, les choses commencent à se compliquer pour elle. Même le légendaire Yu Yu est là pour enquêter sur ses morts. Le chauve commence à faire craquer ses doigts et à dégager son pouvoir, disant à l'autre de ne pas gaspiller de mots avec cette femme. C'est le sélecteur d'or avancé, Farebu King. La conversation la plus honnête qu'ils auront ici se fera uniquement avec les poings. Ainsi, elle finira par avouer tout ce qu'elle a fait. Il fonce vers elle, dégageant une chaleur extrême de son corps, prêt à lui donner un coup de poing en plein visage avec son poing explosif de flamme. Mais lorsqu'il frappe, il se heurte à un bouclier de glace qu'elle vient tout juste de créer. Après avoir paré l'attaque, elle recule et commence à invoquer des pics de glace. Elle demande si c'est ainsi qu'il règle les choses au centre d'excellence. Juste parce qu'il y a une personne légendaire présente, il pense qu'il peut se permettre d'être aussi arrogant et impoli avec les femmes. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. C'est le bureau Tailo et toutes les personnes là-haut sont en train de travailler. S'il veut se battre avec elle, elle se battra jusqu'au bout. Le gars lui dit simplement de ne pas mal le comprendre, mais que son subordonné est comme un frère pour lui. Et sa personnalité est très impulsive, mais il a tout de même un cœur entièrement gentil. Il n'a pas de mauvaises intentions envers elle. Il veut juste savoir ce qu'elle a découvert ce jour-là. S'il y a un indice concernant son frère, ou quelque chose d'étrange, ou un type de bête ou de monstre là-bas. Elle commence à mentir, disant que lorsqu'elle est arrivée sur les lieux ce jour-là, elle n'a vu qu'un squelette et rien d'autre. Même pas l'ombre d'une bête étrange. Est-ce qu'il est satisfait maintenant? Il la remercie et elle s'en va. Comme prévu, elle est maintenant la cible du centre Ginling.
Les choses deviennent de plus en plus difficiles et elle n'a pas assez de pouvoir pour affronter ces types. Elle commence à transpirer en pensant que la plupart des évolutionnistes n'atteignent le niveau or supérieur qu'une seule fois dans leur vie. Réussir à dépasser le niveau or et atteindre le niveau cobalt stellaire est quelque chose d'extrêmement génial. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et le niveau légendaire est encore plus élevé que le diamant étoile. Et le meilleur, parmi tous les génies, Yunwoo semble gentil et aimable, mais en réalité, mince, je pensais que c'était un homme, mais elle dit que c'est une femme. C'est une personne dangereuse avec une dague cachée derrière son sourire. Elle va devoir se souvenir de lui. En d'autres termes, elle va devoir tout raconter à Horan. Et là, sur le parking, le gars est vraiment furieux, extrêmement contrarié, irrité, avec envie de vomir. Le gars demande ce qui se passe avec le maître. Est-ce qu'il a besoin de voir un médecin? Mais ce n'est rien, c'est juste son trouble obsessionnel qui refait surface. Et c'est lui le premier à le dire. C'est lui le premier à tout raconter à John Yoshines. Il dit juste que sa coiffure est horrible et asymétrique, que son odeur est terrible et qu'il a tellement honte de la voir que cela ne fait qu'augmenter son malaise. Maintenant, tout ce qu'ils ont à faire, c'est attraper les 2 membres de l'équipe de Li Chue. Ainsi, ils vont découvrir toute la vérité. Si tout ce qu'elle a dit ne correspond pas à ce qu'ils diront, alors oui, ils sauront si ce qu'elle raconte est vrai ou non. Ils vont attraper les 3 et ce n'est qu'ainsi qu'ils enterreront son frère. Alors, à la tombée de la nuit, il est toujours là, à Horan, gagnant encore plus d'XP sans rien faire du tout. Il a déjà atteint le niveau 27. Il semble que Nicole et Bashida n'aient pas été paresseuses. Bien que l'expérience nécessaire pour monter de niveau augmente progressivement, il doit progresser de plus en plus vite. Et il doit aussi augmenter son nombre de disciples. Ainsi, son processus de mise à jour ne sera pas interrompu. Et Daewoo a obtenu un nouveau titre. Premier combat, bataille officielle de commandement. Tout ce qu'il désire deviendra réalité. En réalité, cela ne peut donner à tous les disciples qu'une augmentation de 10%. En utilisant Liu, toutes les valeurs et attributs sont augmentés de 10%. C'est bien plus dangereux et bien plus puissant qu'un Dead Killer. Puis, soudainement, elle apparaît en disant qu'elle a déjà découvert tout ce qu'il lui avait demandé de trouver. Chen Jizen va diriger une équipe qui quittera la ville pour accomplir une mission à 22 h aujourd'hui, et cette équipe compte 8 personnes, toutes de niveau acier d'élite. Et ces informations sont complètement détaillées concernant la mission ainsi que la liste des membres de l'équipe. Compétences, déplacements, localisation de la famille, numéro de téléphone de contact et d'autres informations sont toutes présentes dans ce dossier. Elle a fait un excellent travail, mais malheureusement ses capacités s'arrêtent là. Elle ne peut pas obtenir plus d'informations à son sujet. Il commence à examiner ce dossier et lui demande si elle appelle vraiment ça peut. C'est exactement tout ce dont il avait besoin. Très bien. Une autre notification apparaît sur son écran. Maintenant, sa popularité auprès d'elle a augmenté d'environ 1%, atteignant 69. Elle met le doigt sur la bouche et dit que ce n'était qu'un petit effort, rien de bien important. Et même s'il la complimente ainsi, elle ne sera jamais satisfaite avec seulement ça. Mais il change de sujet et demande ce qu'est cette boîte qu'elle porte. C'est un petit cadeau qu'elle a apporté pour Horan. Plusieurs potions magiques de niveau 6, de l'eau Chan et 500 points magiques, une potion de vie avancée et une potion de vie principale. Il y a aussi une armure incroyable, l'épaulette en or qui offre 30 points de défense, une armure en argent avec 10 000 points de défense et 18 de force physique. Il y a aussi des gantelets de défense et même une épée incroyable qui lui donne 126 points de force supplémentaires. Maintenant, elle est indestructible. C'est vraiment un ensemble d'équipements exagérés. Ça doit être très puissant et très cher. Il n'a pas d'argent pour rendre tout ça. Pourquoi lui a-t-elle donné toutes ces choses sans raison? Elle s'assoit en disant qu'il est maintenant devenu la cible du centre d'élite et que son adversaire est même légendaire. Et il doit être prêt. Et elle espère simplement que lorsqu'il sera en difficulté, ses équipements et potions pourront l'aider un peu. Il s'approche d'elle et la regarde droit dans les yeux, tandis qu'elle prend peur et commence à trembler, lui demandant ce qu'il est en train de faire. Il l'attrape et lui donne un baiser en plein sur la bouche et maintenant, son affinité avec elle a augmenté de 73 points, non, de 83 points. Elle reste choquée et haletante. C'était son premier baiser. Maintenant, oui, elle a perdu son premier baiser et c'est lui qui l'a emporté. Il sourit et dit « Merci pour ta gentillesse. » Mais maintenant, il y a quelque chose de bien plus important qu'il doit faire. Ce système a conservé les équipements, mais a caché les effets d'apparence. Il reste encore pas mal de temps avant 10 heures. Alors, il décide d'aller voir Xiaoyu à l'école secondaire J, au niveau 1. La voilà, la sœur de Ji Haoran, Li Xiaoyu. Il entre dans la salle de classe complètement invisible et s'excuse mentalement. Son identité actuelle est très dangereuse et il ne peut vraiment pas apparaître en public. Et s'il se fait reconnaître par elle, il craint que cela ne provoque une catastrophe inimaginable. Et dans ce monde d'évolution, être faible est un péché originel. Par conséquent, il doit continuer à devenir plus fort, toujours plus fort, extrêmement surpuissant.
Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra être digne de se tenir ouvertement à ses côtés. Aoran est de plus en plus déterminée à ne plus jamais être méprisée par qui que ce soit. Soudain, elle tourne la tête sur le côté et remarque la porte ouverte. Était-ce une illusion? Puis des larmes coulent de ses yeux et elle se sent complètement étrange. Comment peut-elle pleurer simplement en voyant la porte ouverte? Puis, à 10 heures, le voilà en train de massacrer un ours monstrueux. Mission accomplie. C'est le maître d'acier trempé Chen Zhen, le gars qui a envoyé le protagoniste au tapis. Il doit récupérer plusieurs équipements du commandant Ours et tout ce qui peut être récupéré de lui. Le type commence à le flatter en disant que même un maître commandant Ours blanc de 3e niveau terrestre n'a pas réussi à arrêter la lame acérée de son épée. Le niveau actuel du capitaine a été promu au niveau échelle argentée. Cela signifie que ce gars-là est digne d'être leur champion et leur capitaine. Mais il ne prête pas attention aux flatteurs, disant à tout le monde d'arrêter de le flatter ou de lui passer la pommade. Il leur dit de se dépêcher et de tout ramener à la maison. Comme ça, ensuite, il pourra faire une petite sieste. Soudain, Aoran apparaît. Alors il veut juste rentrer chez lui et dormir un peu, il réfléchit trop. Si ces types veulent lui cirer les pompes, il ferait mieux de se dépêcher tant qu'ils le peuvent encore. Après cette nuit-là, ils ne pourront plus jamais lui cirer les pompes. Le gars commence à sortir sa dague et demande si Li Haoran n'était pas mort après avoir été transpercé par son épée. Comment a-t-il réussi à échapper à la mort et à la gueule de ce python géant? Comment est-ce possible? Haoran dit que rien n'est impossible dans ce monde. Tout comme il n'aurait jamais pensé que quelqu'un dégainerait un couteau et attaquerait ses propres coéquipiers sans hésiter. Aoran commence à dégager une pression terrifiante et dit qu'il est venu spécialement pour l'envoyer dans la tombe, le faire payer pour tous ses péchés de sa vie. Les gars se mettent à rire, disant que Haoran n'est même pas un dur à cuire et se moquent de sa tenue de Dracula. L'un d'eux s'approche de Haoran en disant que le capitaine a décidé de le sacrifier pour le bien de la situation générale. Est-ce qu'il pense que le capitaine a fait une erreur? S'il veut blâmer quelqu'un, il peut se blâmer lui-même. Après tout, il est le seul responsable d'être trop faible. Et en plus, il devrait déjà être mort à cette heure-ci. Et s'il ne l'est pas, il le sera très bientôt. Tout le monde est équipé et tout le monde est de haut niveau. Pourquoi est-ce qu'il est venu ici juste pour les énerver? Et regardez ce qu'il a dans la poche. Il a 200 $ dans la poche, considérant cela comme une compensation personnelle pour l'argent qu'il a perdu. Ceci n'est qu'une invitation à oublier tout ce qui s'est passé, mais inévitablement, Aoran dégaine son épée et assène un coup précis en plein milieu du cou du type, sans prévenir, sans qu'il puisse bouger le moindre muscle avant cela. Sa tête tombe déjà au sol. Aoran ne veut pas d'argent, tout ce qu'il veut, c'est se venger. Le gars réalise maintenant que Aoran est sérieux, qu'il n'a aucune aura. C'est juste un type ordinaire. Pourquoi a-t-il été capable de tuer Chang, qui était au niveau d'élite d'acier? Ce n'est pas possible. Il commence à trembler de peur et pense que ce type a été négligent. Alors comment ce gars a-t-il réussi à voler un équipement? Il crie alors à tout le monde de tuer ce type pour se venger. Alors, l'un des mages commence à l'éviter, traitant Aoran de déchet. Pourquoi a-t-il tué un gars de niveau acier? Maintenant, sa malchance ne reviendra jamais parce que cette fois, il va mourir. Il commence à faire jaillir des pouvoirs de sa main et lance une décharge de foudre. Ce type est de niveau intermédiaire. La puissance de la décharge est extrêmement forte, provoquant une explosion dans toute la forêt. Alors, il descend au sol et commence à observer l'endroit de l'explosion. Après tout, il a attaqué de toutes ses forces. Une personne faible comme lui ne survivra jamais à la puissance de sa foudre. Mais avant même que la brume ne se dissipe, il était déjà mort. Une attaque venant d'en bas a transpercé son crâne et il a gagné 5 points d'attributs supplémentaires. Mon Dieu! Il a réussi à tuer 2 personnes maintenant et tout le monde commence à être sous le choc. Aoran commence à sortir de là, tenant son épée au milieu de la brume de fumée, en disant « Hein? C'est ça, l'attaque à pleine puissance d'un acier de grade intermédiaire? » Il est juste resté un peu engourdi. Il a laissé cette attaque le toucher de plein fouet pour être sûr du niveau de compétence de ces types, tandis que l'autre est toujours empalé là-bas. Ils sont encore loin d'atteindre un niveau supérieur et il est très faible. Qui est le prochain? Le gars commence à penser que ce type n'est en fait pas une personne ordinaire et qu'il cachait simplement ses compétences. Mais même s'il est fort, il n'est qu'une seule personne. Si tout le monde attaque en même temps, ils peuvent le tuer. Alors il envoie tout le monde vers Aoran, pensant que Aoran est seul. Mais qu'est-ce qui leur fait penser qu'il est seul? Soudain, la voilà Bashida en train de pulvériser les deux d'un seul coup, disant que des canailles comme eux ne pourront jamais toucher à son maître et qu'ils n'ont même pas la capacité de s'approcher de lui. Et elle commence à écraser tout le monde d'un côté, tandis que Huron en élimine plusieurs de l'autre, et il continue à gagner de l'XP. Et maintenant, il a monté de niveau et a obtenu 5 points d'attributs supplémentaires. Après avoir éliminé tout le monde, Bashida dit qu'elle va s'occuper du reste, mais il pose la main sur son épaule et elle en a des frissons pendant qu'il lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour le reste, il va s'occuper de celui-là.
Ce type-là est resté pour lui pendant que l'autre commence à transpirer à grosses gouttes. Il est vraiment surpris qu'un perdant comme lui puisse faire ça. Mais il a déjà compris cette astuce. Bien qu'il soit caché dans ce corps, sa magie sera révélée d'un coup au moment où il fera un mouvement. Et cette bête à côté de lui continue de parler et de l'insulter, ce qui signifie qu'il n'est plus un humain. Ce type a abandonné sa propre santé mentale et son humanité juste pour tuer ce gars-là. Oran dit que tout cela, c'est grâce à lui. Quelle qualification a-t-il pour juger Oran? Mais le gars reste dégoûté. Comment ose-t-il revenir de l'enfer uniquement pour se venger? Est-il vraiment aussi sûr de lui au point de penser qu'il peut vaincre un niveau supérieur d'acier? Malheureusement, il s'est trompé dans ses calculs, car sa dernière mission a été ruinée par un monstre de 5e niveau alors qu'il était pourtant bien préparé. Il commence alors à injecter un liquide étrange dans son noyau et commence à obtenir un pouvoir étrange, disant que c'est le nouveau médicament de son père, qu'il a acheté au marché noir à un prix extrêmement élevé. Tout son corps va recevoir une puissance bien supérieure à celle qu'il possède déjà, et il peut aussi dépasser la limite de niveau pendant une courte période. Maintenant, avec ce liquide, il se trouve à un niveau intermédiaire parmi les gars d'argent. Il va mourir sans accomplir sa vengeance. Mais Oran est confiant, il fait déjà nuit et il n'aura aucune chance de l'affronter. Le gars fonce sur notre protagoniste en criant ce qu'il veut dire par « de nuit ». Il ne comprend pas à quel point il est puissant maintenant. Même quelqu'un qui est à un niveau supérieur d'argent n'arrive pas à suivre sa vitesse actuelle. En d'autres termes, il sera imbattable et il ne pourra pas échapper à son destin d'être tué par lui. Mais soudain, Oran saute. Il se souvient que la nuit, il devient 30% plus fort, mais il perd aussi 0,5 de sa valeur maximale de vie pendant quelques secondes. Le gars dit que Oran ne peut pas s'enfuir, mais soudain, plusieurs attaques commencent à se diriger vers lui et il ne comprend pas d'où viennent ces attaques. Il pense simplement que tout cela est impossible, absolument impossible. Il a pris une injection. Comment se fait-il que ses yeux n'arrivent pas à suivre sa distance? Alors, l'une de ses attaques passe dans son dos, rendant l'appareil à l'attaque précédente. Maintenant, il est tombé dans un état d'hémorragie et va perdre 0,5 de sa valeur de vie maximale pendant quelques secondes. Actuellement, cet état d'hémorragie fait perdre 5% de la valeur maximale de vie pendant 5 secondes, tandis que plusieurs attaques continuent de s'abattre sur lui, il saigne de plus en plus et perd de la vie, et il n'en peut plus. Rongé par la colère, il crie, mais Bashida entend et se rend compte que son maître a clairement eu l'occasion de tuer ce type avec son coup, mais il a évité un point vital. Apparemment, ce type adore ça. La sensation de déchiqueter ce gars petit à petit, tandis qu'il commence à trembler sur place sans aucune échappatoire. Comment va-t-il réussir à s'en sortir? Mais ce type est déterminé à ne pas mourir face à un perdant comme ça. Il va tuer, même si cela doit lui coûter la vie. Soudain, une épée est plantée dans sa poitrine et voilà Aoran derrière lui, murmurant tout bas à son oreille que c'est tout ce qu'il doit faire, rendre tout ce qu'il lui a pris. Et il a aussi un vieil ami qui a encore faim. Vous vous souvenez de son vieil ami, n'est-ce pas?